Il y a une scène, en fait, qui m'a vraiment marqué, où je me suis dit, oh putain, cette scène, elle est ouf. Cette scène, elle est ouf. Trucks, l'émission sur ERT, me demande Dream9, t'es fantastique Dream9, je t'embrasse très fort, c'est toi la belle gosse. Allez, alors attends, du coup, donc il y a cette scène en fait au milieu du film, donc je vous raconte vite fait, il faut que je vous raconte un petit peu déjà le scénar donc, de Maximum Overdrive pour les gens qui n'ont pas vu le film ou écouté notre podcast. Maximum Overdrive, c'est donc une nouvelle de Stephen King, enfin c'est un film adapté d'une nouvelle de Stephen King, réalisé aussi par Stephen King, qui est donc, l'idée c'est que les gens sont attaqués par la technologie qui devient maléfique. Genre, ils se font attaquer par, et notamment les camions. Voilà, les camions deviennent maléfiques et attaquent des gens. Mais aussi parfois des bornes d'arcade. Aussi parfois un distributeur de boissons, par exemple. Dans le film Maximum Overdrive, il y a ça. Il y a un distributeur de boissons qui attaque en lançant des canettes comme ça, qui bute un mec en lui lançant des canettes sur la gueule et qui tue des enfants comme ça. C'est très Stephen King, parce qu'il y a la même chose, vous savez, dans le cobaye, où il y a les mecs qui se font attaquer par par une tondeuse à gazon. Et Christine, évidemment, pareil. Mais alors, du coup, voilà, c'est le scénar du film. Et il y a eu une réadaptation qui a été faite. Et dans cette réadaptation, il y a cette scène-là. Mais il faut que je vous montre ça, parce que en voyant cette scène, je me suis dit, mais c'est putain de merde. Attendez, vous la voyez bien, là? Attendez, bougez pas. Je vais juste, hop, mettre mon écran un petit peu mieux pour qu'on puisse ensemble en profiter. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous êtes contents d'avoir vu ce petit extrait. Je me remets en chat 2 secondes, histoire quand même de discuter de ce qu'on vient de voir. C'est chaud ou pas? C'est fantastique ou pas? Il y a juste cette scène, mais il fallait que je vous la montre, parce qu'elle est incroyable, quoi. Après, tout le reste du film, c'est chiant, il se passe pas grand-chose. Et non, ce n'est pas dans la nouvelle. Et je recommande, alors je sais pas si je l'ai dit ou pas dans le NTSC, mais que j'ai dit ou pas, c'est pas grave si je me répète. Je recommande quand même l'expérience Maximum Overdrive si vous l'avez jamais vu, parce que c'est pas un très bon film, hein, mais c'est un film qui est intéressant à comparer à la nouvelle, parce que la nouvelle en fait est plutôt efficace dans la c'est pas un chef-d'œuvre de littérature non plus, hein, mais elle est plutôt efficace dans la façon dont l'histoire est racontée, quoi. Et par contre, le film se foire en tant que film d'horreur, et c'est assez intéressant de comparer justement comment en roman tu peux écrire des choses qui fonctionnent et que si tu essaies de les filmer telles quelles, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils sont très vite, les personnages du film, encerclés par des camions, donc pas des petits camions comme ça, mais vraiment des gros camtars qui les encerclent, etc., et qui parfois donc les percutent, parce que c'est des camions possédés par... Je ne vous dis pas. Surprise, la révélation est ouf. Mais et du coup, en fait, le truc, c'est que juste dans un bouquin, tu peux écrire ouais, et là le camion le percute. Et en fait, dans ta tête, t'as pas vraiment la nécessité de reproduire toute la scène en temps réel, parce que c'est un peu long en fait, un camion à 36 tonnes qui avance jusqu'à percuter quelqu'un. T'as pas besoin de te la figurer, tu t'imagines juste l'impact, et après le reste finalement est assez vaporeux dans ta tête, je pense. Et là en fait, quand tu le retranscris en vrai, ce que tu pourrais te faire tenir en une ligne ou deux, en fait faut montrer le camtar qui avance, et comme c'est fait, c'est un truc des années 80, donc t'as besoin d'un chant contre chant avec le personnage qui fait oh mon dieu, et donc ça ne fonctionne plus du tout. Mais je recommande quand même l'expérience Maximum Overdrive, c'est assez drôle, et c'était quand même sympa à revoir. À la base, on voulait faire Misery, mais on se dit non, en fait, on va faire Maximum Overdrive, c'est un petit peu plus fifou. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est la bande-annonce dévoilée par Stephen King lui-même, absolument. On en a parlé, ça, dans l'épisode, je crois, de NTSC. Mais effectivement, c'est un peu en mode Hitchcock, un peu en mode... parce que, alors pour ceux qui connaissent, bon, je peux vous le présenter. Vous avez vu? Non, vous avez peut-être vu un petit peu... vous avez peut-être écouté, en fait, le NTSC, et du coup, c'est pas très intéressant... que je me répète forcément. Le King était sous coke pendant le tournage, c'est ce qu'il a raconté. Il était complètement coqué. C'est un des films les plus cocaïnés de l'histoire. C'est presque parfois un spot de prévention contre la cocaïne. C'est vraiment, ça pue la coke. Mais bon, et enfin après, il le dit, donc je sais pas, genre... En vrai, dans les années 80, moi, dans ma tête, il y a plein de films où je me dis les mecs, ils sont complètement foncés quand ils le font. Mais lui, au moins, il l'avoue, en fait. La différence, c'est pas tant... Dans les années 80, je pense que les mecs, ils étaient... Il y a plein de trucs où... voilà. C'est l'ère de Wall Street, machin et tout, tu vois, bon. Mais lui, il le dit, donc c'est acté. Et effectivement, quand tu le regardes, tu fais, putain, le mec est complètement en fracasse quand il fait ce film-là, quoi. Voilà. Tu nous refais un petit brief de la guerre des opiacés? Non, ça, j'ai déjà parlé de ça. King aime bien faire des trucs super perchés aussi entre Christine, Cujo, Jessie, etc. Ouais.
En fait, c'est amusant. King, moi, j'adore. J'ai très peu lu de livres de Stephen King. Je sais que, par exemple, Nico, il en a lu beaucoup plus. Seb aussi. C'est aussi pour ça qu'on a fait le NTSC dessus, parce que c'est une idée de Nico qui, au départ, voulait parler de Misery et de l'adaptation, donc, du coup, de Misery par Rob Reiner, parce qu'il aime beaucoup le bouquin et il aime beaucoup le film aussi. Le film est très bien, d'ailleurs, de Misery de Rob Reiner, pour le coup. C'est vraiment réussi. Moi, j'en ai très peu lu. Par contre, j'ai vu beaucoup d'adaptations de Stephen King. J'ai vu beaucoup de téléfilms adaptés de trucs de Stephen King. Et je crois que c'est, à ma connaissance, ça je le dis dans le NTSC, peut-être me trompe-je, mais je crois que c'est un des auteurs les plus adaptés de l'histoire de l'audiovisuel, quoi. Si tu comptes les téléfilms plus les films, il y a une liste hallucinante d'œuvres de Stephen King adaptées depuis Carrie, quoi. C'est un truc de ouf. Et c'est assez intéressant parce que c'est un mec qui écrit avec une méthodologie, mais tout ça on le dit, hein. Encore une fois, je suis désolé, je me répète pour les gens qui ont écouté le NTSC. Et Nico en parle mieux que moi, parce que je ne suis pas spécialiste de Stephen King. Je connais très bien les adaptations à l'écran, mais j'ai très peu lu. Mais du coup, ce que me disait Nico, c'est que c'est un auteur qui se force beaucoup à écrire, dans le sens où il a vraiment un côté presque, pas mécanique, mais dans le sens où il a envie, sa démarche artistique, c'est de produire beaucoup. C'est un peu, pour ceux qui connaissent, c'est le Young Thug, pour ceux qui aiment le rap, c'est le Young Thug de l'écriture. Genre en mode, il a vraiment cette envie de produire beaucoup. Et du coup, en fait, forcément, il finit par évoquer nombre de thèmes en boucle. Enfin, je veux dire, il a des marottes, en fait, qui vont se retrouver dans ma tête, film après film, parce que j'ai vu que les adaptations, mais apparemment bouquin après bouquin aussi, quoi. Et c'est très intéressant, du coup, parce que c'est très facile à comprendre. C'est-à-dire que et puis en plus, c'est des trucs qui l'ont touché, donc tu peux te poser la question. C'est très facile d'écrire un essai ou un petit écrit, un paragraphe ou deux sur les accidents de voiture chez Stephen King, quoi. Parce que ça a tellement été montré de façon différente au cinéma que du coup, tu as matière à beaucoup réfléchir dessus. Et en plus, c'est c'est assez, j'allais dire transversal, mais c'est pas le mot que je cherche. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ça a été adapté depuis le milieu des années 70 jusqu'à maintenant. Il y a eu des adaptations de Stephen King, donc ça a traversé plusieurs décennies. Ça a concerné plusieurs réalisateurs avec parfois des styles vraiment très différents les uns des autres, et avec tout type de budget aussi. Donc tu as finalement les obsessions de Stephen King, tu peux les trouver dans des versions radicalement différentes les unes des autres. C'est-à-dire que son obsession pour les bullies, pour la drogue, pour tout ça qui sont des trucs très personnels, hein, de Stephen King, des trucs qui viennent vraiment de sa vie, en fait tu les vois adaptés de plein de façons différentes par plein de cinéastes différents, à plein d'époques différentes, et avec des budgets plus ou moins élevés. Et c'est hyper intéressant du coup de regarder ça. Moi, s'il y a bien un truc, mais encore une fois, les bouquins je les connais pas bien, donc je peux pas en parler tant que ça, mais vraiment, si vous avez l'occasion de vous faire, peut-être pas une intégrale de tout ce qui a été adapté de Stephen King, mais genre de regarder comme ça quelques films, de temps en temps de vous mater une petite adaptation de Stephen King, c'est vraiment très très intéressant à regarder. Et c'est de qualité très variable aussi. Et donc on peut voir ce que ça donne dans un chef-d'œuvre. Si vous voulez un trope de Stephen King, un poncif de Stephen King, vous pouvez le voir sous la forme d'un chef-d'œuvre, mis dans un chef-d'œuvre, ou dans un nanar. Ça existe. C'est-à-dire que son rapport au caca, c'est pas la meilleure. Vous pouvez le voir, son rapport au caca, qui est une des thématiques de Stephen King, dont il parle volontiers. Et puis c'est pas ridicule, hein, je veux dire. C'est un vrai thème qui revient dans certains de ses films. Vous pouvez le voir dans Les Évadés, où là, il y a vraiment une métaphore qui est jouée autour du tunnel de merde, etc. Vous l'avez aussi dans Maximum Overdrive, et vous l'avez aussi dans Dreamcatcher, qui là, pour le coup, est un vrai nanar. Et c'est passionnant, parce que du coup, c'est vraiment, pour le coup, ça redonne de la force. Enfin, je veux dire, ça vous prouve que l'écrit ne fait pas tout. Parce que du coup, c'est une scène magnifique dans Les Évadés. On pourrait en parler avec Nico longtemps, parce que lui, c'est un film aussi qu'il adore, Les Évadés de Darabont. C'est une scène magnifique, la fin des Évadés avec ce caca. Et dans Hit, ouais, aussi. Mais et quand vous voyez la même thématique traitée dans Dreamcatcher, vous vous rendez compte que c'est plutôt risible, quoi. Donc c'est super intéressant. Il y a plein de trucs comme ça. Son rapport au bully, parfois c'est super cliché, parfois c'est très touchant. Son rapport aux accidents de voiture, ils sont plus ou moins bien filmés, ils racontent plus ou moins des trucs justes, etc., quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça continue aujourd'hui, quoi. Moi, je suis halluciné que, genre sur Netflix, le dernier, on va regarder quand date la dernière adaptation d'un film de Stephen King sur Netflix, mais c'est genre... c'était il y a pas longtemps, quoi. Moi, le dernier que j'ai vu, je crois que c'est Harrigan, le téléphone de Monsieur Harrigan. Un truc comme ça, je sais plus exactement le titre, mais c'est un truc comme ça qui est pas ouf. Le dernier, c'est... Putain, ils vont faire les Tommyknockers. Ils vont refaire les Tommyknockers. Ah, il y a Firestarter qui a été remaké, et il y a effectivement le téléphone de Monsieur Harrigan qui est sorti sur Netflix en 2022, hein, donc c'est cette année. Et là, l'année prochaine, il y a
Du coup, il y a Salem's Lot, donc encore un remake, et The Boogeyman. Voilà. Qui vont sortir aussi. Et là, je vois que To Be Announced, il y en a plein d'autres, donc ils vont refaire un Christine. Ah putain. Ah bah je dis ah putain pas parce qu'ils font une nouvelle adaptation de Christine, mais parce que c'est encore un truc de... J'espère que c'est pas Blumhouse. C'est encore un truc de Carpenter qu'ils vont refaire et ça va me... Là, j'en peux plus. Là. Le Fog, c'était naze. Ça me saoule. Là. Les reprises des films de Carpenter, ça me saoule. Alors, ils vont... Apparemment, il y a un Running Man. C'est pas vrai, Running... Ah mais si, il me l'avait dit, je crois, Nico. Il y a un Running Man qui est prévu, du coup. Par Edgar Wright. C'est pas vrai. Ah, c'est peut-être un projet qui se fera jamais, ça. Je sais pas, je suis sur le Wikipédia, donc c'est pas, je suis pas sûr de mes infos. Hein. C'est peut-être un truc. Paul Greengrass, tiens, qui est prévu pour adapter quoi? Fairy Tail. Je connais pas Fairy Tail. Je sais pas ce que c'est Fairy Tail. C'est quoi? C'est une nouvelle? Non, c'est un roman. Ah, c'est un roman qui a été publié en septembre 2022. Donc oui, je connais pas du tout. Ok. Donc ouais, il continue à faire... Putain, mais c'est... Attends, parce que Running Man, pour le coup, je trouve que ce serait... Alors ça va à l'encontre de ce que je dis, parce que je dis que j'en ai marre des remakes en ce moment et tout, et des reprises, mais c'est vrai que Running Man, ça mériterait une réadaptation. Parce que c'est pour le coup, ça a été un peu adapté à la va-vite. Enfin, pas à la va-vite, mais ça n'a rien à voir. Et ça pourrait être très intéressant. C'est un manga Fairy Tail. Non, je pense qu'on parle pas du même. Alors Running Man, ça m'intéresserait, tiens, pour le coup. Eh oui. Putain, mais vous voyez, non, mais c'est-à-dire qu'en 2024, il va y avoir encore 2-3 adaptations. Ah, il y a Scott Derrickson qui en prépare un aussi. J'ai pas encore vu son dernier à Scott Derrickson, là. Black Phone. Je suis passé un peu à côté aussi de celui-là. C'est le réal de Sinister et Doctor Strange, pour ceux qui connaissent pas. Ok. Ouais, là, j'ai la liste devant les yeux, en fait. Mais en To Be Announced, il y en a genre... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 adaptations de Stephen King qui sont prévues. Le mec a commencé avec Carrie, c'était 1976. Il a vraiment traversé l'histoire du cinéma avec ses adaptations. C'est un truc de malade. C'est vraiment hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Après, il a un talent fou pour raconter des histoires, mais putain, c'est hallucinant, quoi. Et c'est James Wan qui va refaire les Tommy Knockers. Putain, les Tommy Knockers, ça, c'est des vieux souvenirs. Moi, c'était les Langoliers que j'ai vu des centaines de fois. C'est un téléfilm avec Bronson Pinchot, qui est pas un chef-d'œuvre, vraiment pas terrible, quoi. Mais ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas d'adaptation de Marche ou Crève. Non, mais c'est fou, hein. Sans Stephen King, le cinéma américain aurait fait faillite depuis 30 ans. Ouais, peut-être pas non plus. Mais c'est vrai. Et j'ai pas d'autres exemples parce que genre un mec comme Philippe K. Dick, par exemple, il y a énormément d'adaptations de Philippe K. Dick et parfois des chefs-d'œuvre et tout, mais il a pas marqué l'histoire du cinéma à ce point, quoi. C'est Stephen King, c'est le mec qui bosse pas dans le cinéma qui a le plus genre touché l'histoire du cinéma du monde, quoi. Parce qu'en fait, il a fait que Maximum Overdrive. Alors, je vais vous montrer, vas-y, tu sais quoi, je vais vous montrer la bande-annonce de Maximum Overdrive pour vous faire voir un petit peu ce que c'était. Parce que même si vous n'avez pas... Voilà, on va regarder ça. Maximum Overdrive trailer. C'est le seul et unique film de Stephen King. Attendez, je ferme un petit peu tout ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, hop. Attendez, moi je veux... En fait, c'est celui-là. C'est quoi ça? Non, attendez. C'est peut-être ça, mais peut-être pas. Non, c'est pas ça. En fait, Maximum Overdrive, donc c'est le seul film qui est réalisé par Stephen King, ok? Et c'est une adaptation de lui. Ce qui fait du film un truc absolument passionnant à analyser, puisque c'est... il a fait un téléfilm de Shining. Non, il a co-réalisé le téléfilm. C'est pas, enfin, il a participé à la réal, mais c'est pas le seul réal à bord. Là, c'est le seul vrai film. Et puis en plus, c'est un téléfilm Shining 97. Et là, c'est le seul vrai, comment dire, le vrai truc de King. C'est son projet. C'est lui qui le mène à bien. Il est maître à bord et tout, quoi. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est pour ceux qui s'intéressent aux adaptations en fait de romans au cinéma, c'est hyper intéressant à voir parce que non seulement c'est une adaptation d'un auteur à succès, et en plus par lui-même, quoi. Et en plus d'un auteur qui est connu pour avoir une écriture, entre guillemets, mais un peu cinématographique. Entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de descriptions aussi, je sais, dans Stephen King. Mais il est connu pour avoir des intrigues qui font des bons films. Parce que ça a donné, en fait, avant ça, nombre de chefs-d'œuvre.
À commencer par, bon, lui il aime pas trop, mais le Shining évidemment de Kubrick, mais pas que. Le Cronenberg Dead Zone, il est excellent. Carrie évidemment de Palma est fantastique, Christine, etc. Donc quand il fait ce film-là dans les années 80, on considère les écrits de Stephen King comme facilement adaptables en bons films. Il y en a eu des mauvais aussi, hein. Mais en tout cas, on sait que c'est possible. Donc c'est super intéressant comme objet à regarder, d'autant que ça a été vendu de la sorte. Voilà. Et alors du coup, voilà. Donc c'est ça, Maximum Overdrive. C'est assez intéressant quand même. Bon, c'est pas si ouf, mais vous voyez à quel point c'est mis en avant que c'est un truc de King. C'est enfin, c'est hallucinant parce que ce mec-là, c'est un auteur de romans, quoi. Et il est mis en l'avant du film en mode regardez, ce film est réalisé par ce mec-là qui n'est pas réalisateur. Et c'est l'argument principal du film, quoi. C'est un film qui est hyper intéressant. C'est pas un très bon film, hein. Je veux pas vous faire croire que c'est bien ou quoi. C'est vraiment un film très médiocre. On en parle beaucoup plus longuement dans le podcast, donc je veux pas non plus en dire pourquoi il y a des trucs très ratés. Mais c'est une curiosité qui, je pense, est vraiment genre matez-le. Franchement, matez-le. Ça vous prendra juste 1h30, 2 heures de votre temps, et vous aurez vu ce truc-là hyper chelou. Le début du film déjà est super bizarre. Il y a des idées où tu sens que c'est fait par quelqu'un qui est foncé à balle, mais il y a en même temps une sincère générosité, et le film est devenu un peu culte. Et vous voyez ce Green Goblin qu'il y a derrière King, là, ce bouffon vert, en fait, c'est parce que, comme vous l'avez vu dans certains extraits, le méchant principal, donc ils ont essayé de l'humaniser un petit peu. Il y a un camion qui a cette espèce de grosse tête de bouffon vert, et c'est un peu le méchant principal. C'est un truc assez commun. Quand t'as un film avec plein de monstres ou plein de machins, si t'as envie qu'il y ait un leader, il faut lui mettre un truc qui fait que tu le distingues rapidement. C'est exactement le même principe que Stripe dans Gremlins. Tu comprends que c'est le méchant Gremlins principal parce qu'il a un design qui est un peu différent. Donc là, c'est pareil. Ils mettent une gueule C'est Bill du Big Deal. Comment ça, qu'est-ce que je raconte? Mais du coup, voilà. Donc il y a ce truc-là qui est devenu culte. Il y a un mec qui est un fan du film, en fait, qui a retrouvé et restauré le camion et qui a fait des tournées un peu aux États-Unis, etc. Il y a un petit documentaire sur lui qui est facilement trouvable sur YouTube si vous voulez. Donc c'est devenu un peu culte aussi, Maximum Overdrive. Pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'il y a un côté vraiment très nanar dans le film. Mais en tout cas, c'est une curiosité hyper intéressante. Donc si vous avez l'occasion de le mater, matez-vous ça. Et n'hésitez pas à écouter ensuite notre NTSC, parce que nous, ça nous a fait super plaisir, en tout cas, de nous replonger dans l'univers de Stephen King. Parce que du coup, évidemment, moi, j'en ai maté plein. Après, je me suis rematé plein de Stephen King, d'adaptations de Stephen King. Des bons comme des moins bons, quoi. Et c'est quand même un des phénomènes de cinéma les plus intéressants de la fin du XXe siècle et même du début du XXIe, quoi. C'est-à-dire que il est toujours un peu là. Moi, il y a des trucs où puis j'ai tellement vu le téléfilm Ça à l'époque, quoi. C'est tellement des images qui sont gravées dans ma tête. C'est-à-dire que tous ces obsessions de Stephen King, il les a tellement imprimées dans mon inconscient, quoi, que en fait dans ma tête, genre j'ai grandi avec un peu de la personnalité de Stephen King, et tu t'en rends compte quand tu revois les films, tu te dis putain, mais ça vient de là, en fait. Tous ces trucs qui sont dans ma tête, en fait, ça vient d'ici, ça vient de là. Je trouve que c'est hyper intéressant. Les thèmes de Stephen King, du coup, t'as les accidents de bagnole, la drogue, le caca, t'as les bullies, t'as l'alcoolisme, t'as les écrivains. Là, c'est souvent, il se met un peu en scène aussi dans ces. Enfin, il met en scène des personnages un peu d'écrivains régulièrement, plein de petits trucs comme ça en fait qui construisent tout son cinéma et qui moi, quand j'étais petit en fait, pour moi étaient juste des poncifs de cinéma. Mais en fait, je comprenais pas que c'était des obsessions très personnelles de Stephen King qu'il injectait dans ses écrits qui ensuite devenaient des films. C'est passionnant, Stephen King. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je vous renvoie encore une fois vers le travail de mon ami François Co, qui est le chef du podcast, de l'excellent podcast Discordia, qui a écrit un bouquin qu'on a cité lors du NTSC sur Stephen King, dont j'ai oublié le nom parce que je suis un connard. Donc je vais regarder le nom de son livre immédiatement en tapant Stephen King, François Co. Voilà. C'est d'après une histoire de Stephen King. Simplement, qui lui a fait un travail complètement ouf en plus, donc ça me permet encore de le dédicacer. En ce moment je le dédicace pas mal, mais il m'est très sympathique, François Co. Je trouve qu'il fait des trucs vraiment super et son podcast est vraiment cool aussi. Mais en fait ce qu'ils ont fait pour ce bouquin, c'est qu'ils ont donc il chronique, c'est un bouquin sur les adaptations de Stephen King au cinéma. Putain, je lis des informations, du coup, 350 millions d'ouvrages vendus depuis la publication de son premier roman. C'est plus que Tupac n'a vendu d'album. Rendez-vous bien compte. Mais du coup, ils ont fait l'effort que moi je trouve est titanesque et absolument prodigieux et que franchement, je pense, pas fait, de tout lire et tout regarder. Ils ont tout, ils étaient deux. Ils ont tout lu et tout regardé de Stephen King. Voilà, ce qui est
un travail de dantesque, quoi, dantesque. Parce qu'il y a même des trucs dont moi j'ai jamais entendu parler. Hein. Ils ont vu des films que j'avais jamais entendu parler de ça, quoi. Donc voilà. Et ils ont fait en plus, si je ne m'abuse, attends, je vais vérifier ce que je dis. Pour faire une double dédicace, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc c'est François Co et Mathieu Rostac qui sont à la source de ce bouquin-là. Et ils ont fait un podcast avec justement Le Cinéma est mort, que je dédicaçais tout à l'heure, qui a peut-être sub à ma chaîne. Donc Le Cinéma est mort et a invité François Co et Mathieu Rostac pour parler du livre Le Cinéma de Stephen King. C'est disponible sur YouTube, je l'ai sous les yeux. Voilà. Et c'était très intéressant aussi, je l'ai écouté, ça, c'était très bien. Donc voilà, donc dédicace à vous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Putain, ça fait déjà 2h20 qu'on stream. J'avais prévu un stream de 2h, mais oui, il est 23h16. Écoutez, on se dit qu'à 23h30, on se quitte. On se quitte. Qu'est-ce que je peux faire? Ben non, mais je vais pas relancer un jeu maintenant. C'est pas grave, je relancerai un jeu jeudi. Je reviens jeudi. Je vais vous lire un petit peu pour voir un petit peu quelles sont vos réactions sur toutes ces belles aventures de Stephen King, tout ça. Coucou Karim, j'ai un peu de mal avec les films d'horreur. Je n'y arrive pas, j'ai un blocage. L'incohérence des prises de décision, etc. J'ai l'impression de rater quelque chose quand même. As-tu une approche à me conseiller? Du coup, si toi, ce qui t'énerve, ce sont les tropes, c'est-à-dire, ce sont les gimmicks, donc du coup, je te conseillerais de te diriger vers un cinéma. Alors, c'est hyper nul ce que je vais utiliser comme terme, et l'utilisez pas trop, mais un peu plus auteur en fait, parce que du coup, quand tu dis ce que je lis de ce que tu dis, c'est pas les films d'horreur, c'est pas avec les films d'horreur que tu as un peu de mal, c'est avec les films d'exploitation. Mais étant donné que le genre de l'horreur a été dans l'histoire récente quand même un des genres majeurs du cinéma d'exploitation, évidemment que retrouver des gimmicks un petit peu film après film, peut-être c'est ça qui te déplaît. Donc tu peux te diriger vers un cinéma un peu récemment. Franchement, j'ai bien aimé The Innocents. Voilà. Si t'aimes bien, tu vas pas retrouver forcément les trucs. Comment dire, tu vas pas retrouver forcément les poncifs du genre tant que ça. Voilà, ça va être plus mis en scène, etc. Donc tu peux te diriger vers un cinéma qui est un peu plus cinéma de festival en fait, disons. Pour faire très large, je déteste les chapelles. Hein. J'aime pas du tout mélanger, séparer comme ça, cloisonner les trucs de genre en disant il y a un type de genre d'horreur qui est destiné au festival. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire quelque chose qui ne réponde pas. Aux tropes du genre de l'horreur, au passage un peu obligatoire du cinéma d'exploitation. Donc je te conseillerais plutôt de ne pas aller du côté du cinéma d'exploitation, notamment des années 80 par exemple, qui lui va être bourré de ce type de trucs-là. Voilà. Ça peut peut-être te donner une piste. Et je te recommande, tiens, je vais même faire mieux que ça, parce que je vais te recommander un podcast justement de François Co. Il a fait en 2 parties le top des films, donc top flop des films d'horreur de l'année 2022. Donc très récent, comme ça, c'est vraiment des films du moment que tu peux voir si tu aimes l'actualité. Sur son podcast Discordia. Voilà, je les ai écoutés et il y a de très bonnes recommandations. Si tu aimes bien les trucs un peu plus inattendus, c'est vrai que Barbarian est pas mal. Moi, je trouve qu'il est un peu overhypé. Barbarian, on me l'a vendu comme un truc vraiment hyper ouf et tout, mortel. C'est récent aussi, c'est sur Disney+. Mais quand même, ça va jouer justement sur le côté « Ah, tu attends qu'il se passe quelque chose et en fait, on va prendre un petit peu le contre-pied de ça ». Il y a un petit peu ce jeu-là dans Barbarian qui est intéressant. C'est un bon film, hein. Je dis pas que c'est nul du tout. Je dis juste que c'est pas le chef-d'œuvre qu'on m'a dit que c'était, pour moi. Mais c'est un bon film d'horreur. Barbarian, c'était sympa. Un peu plus convenu, mais quand même sympa. Et pareil, un peu overhypé. Il y a les deux, il y a le X et Pearl. Qui sont donc pareil, un peu overhypé, je trouve. Pareil, on m'a dit que c'était des chefs-d'œuvre, que c'était génial. Ça va référencer tout un pan du cinéma un peu qui va être peut-être un peu plus 70s même parfois, dans le premier notamment, qui est un film d'horreur, donc X, qui est un film d'horreur qui se passe dans l'univers du porno et qui est très hommage Massacre à la tronçonneuse, même si en fait pas tant que ça, mais en termes d'esthétique il y a pas mal de trucs qui y font penser. Et Pearl, c'est la suite, donc c'est une préquelle en fait, Pearl de X. Voilà, ça c'était pas mal. Pour le coup, les prises de décision what the fuck, Barbarian, c'est le top mort de rire. Oui, effectivement, mais c'est pas pareil, tu vois, c'est pas exact. Justement, en fait, ça va jouer un peu là-dessus. Parce que c'est des trucs sur attention red flag, genre il y a ce jeu, mais attention, faut pas tu vois, mais il y a un jeu là-dessus en fait, c'est pour ça du coup que je me permets de le conseiller.
Ah oui, Massacre à la tronçonneuse si t'as jamais vu. Ah bah après je sais pas, c'est parce que je me dis c'est des classiques, mais effectivement peut-être que du coup si t'es complètement pas familier avec le genre, il faut que tu vois les classiques quand même à la base. Quand bien même ils vont pas forcément te plaire. Parce qu'en fait, tu vas avoir nombre de tropes qui sont nés dans ces films-là. Donc si t'as vu après des films qui t'ont déplu, en tout état de cause, il y a de fortes chances pour qu'ils se soient inspirés des classiques. Mais il faut quand même que tu les vois. C'est-à-dire qu'effectivement, si t'as pas vu Massacre à la tronçonneuse, il faut absolument voir Massacre à la tronçonneuse. C'est parce que c'est un chef-d'œuvre. Il faut voir Evil Dead 1 et 2 parce que ce sont des chefs-d'œuvre. Il faut voir Halloween de Carpenter parce que c'est un chef-d'œuvre et que, genre, en fait, en vrai, si tu veux t'intéresser un peu au cinéma d'horreur, même si du coup tu vas peut-être trouver ça un peu dépassé parce que tu vas avoir l'impression en fait de voir des trucs que tu as déjà vus. Si tu as vu les films après qui s'en sont inspirés, ça va peut-être un petit peu te bloquer par rapport à ça, mais il faut quand même les voir quoi, parce que c'est au-delà du fait que c'est des films d'horreur, c'est des films importants de l'histoire du cinéma, tu vois. Il faut voir ça comme il faut avoir vu c'est je veux dire même si enfin tu vois, t'aimes pas les westerns italiens, il faut quand même avoir vu Le Bon, la Brute et le Truand, c'est quand même intéressant quoi. Alien, c'est un film d'horreur aussi effectivement. Et puis après moi je suis hyper fan de Carpenter. Donc mon film d'horreur préféré c'est The Thing de tous les temps, toute époque confondue, toute machin, etc. C'est The Thing. Je trouve que s'il n'y a pas mieux en termes de ce qui a été proposé au cinéma. Donc la version de 82 de Carpenter, je trouve que c'est le meilleur film d'horreur qui ait jamais existé, hands down. Je trouve que c'est absolument fantastique et que c'est un horizon indépassable de ce que peut être un chef-d'œuvre de l'horreur. Donc après, ça c'est genre regarde-le. Et pour le coup, tu vois, genre putain, Michael Crichton a été autant adapté que King. C'est pas vrai. Je viens de vérifier, me dit Panax. C'est pas vrai. Putain, je pensais pas. Michael Crichton, c'est Jurassic Park, c'est Westworld. Mais ok, mais en tout cas, ouais, The Thing, c'est absolument, absolument fantastique. Shining, c'est merveilleux. Shining, c'est un peu, ouais. Non, si, c'est merveilleux. Si, si. Parce que du coup, là, t'auras pas du tout le côté. Là, c'est en mode grand film de l'histoire du cinéma d'horreur. Tu vois, donc t'auras pas du tout le côté ah, ils sont bêtes, il fait tomber ses clés. Tous ces trucs-là, c'est pas dans Shining. Et c'est vraiment fantastique. Salut Karim, je viens d'entendre ce que tu viens de dire sur les films d'horreur, mais en plus des gimmicks, moi perso j'ai du mal avec le scénario peu poussé, à la limite de l'optionnel. Ce serait même le type de film que tu viens de... Et moi, je trouve pas, pour le coup. Je suis pas complètement d'accord avec le fond de ce que tu dis. C'est pas... ouais. Enfin, The Thing, en tout cas, c'est fantastique. De toute façon, ça dépasse toutes ces considérations-là. C'est pas classique en termes de scénario. En plus, c'est un film de body snatcher. Il y a un super cadre. C'est absolument fantastique. The Thing, c'est merveilleux. J'ai fait des lives déjà sur le sujet de The Thing. C'est un truc qu'il faut absolument avoir vu. Voilà. Haute tension d'Alexandre Aja, c'est cool, mais la fin, elle est vraiment, vraiment naze, quoi. Elle est vraiment naze. Salut Karim, merci pour tes lives qui mettent toujours de bonne humeur. Est-ce que tu aurais un support pour se construire une bonne culture cinéma? Internet, hein. Tu tapes genre les 100 films à voir, tu vois, genre, et puis si tu veux commencer, vaut mieux commencer par la base, hein, tu vois, tu tapes les meilleurs 100 films de tous les temps, tu fais un croisé des 4 premières listes que tu trouves, et dedans, il y a forcément au moins 50% de cette liste-là qui sont à voir, quoi, je pense. Hein. Je réitère, mais pour commencer dans l'horreur, tu penses pas que le premier Halloween de Rob Zombie est une bonne porte d'entrée? Ça porte le genre tout en étant original. Non, je suis pas complètement d'accord. Non, parce que moi, pour moi, Halloween, il y a aussi un intérêt par rapport à ce qu'il dit de façon un peu métatextuelle sur le premier. Non, je suis pas complètement d'accord non plus. Voilà. Bon, après, Sans retour de Walter Hill, j'avais pas vu, j'ai kiffé. Tu trouves que c'est un film d'horreur sans retour? C'est excellent. Hein. Si vous avez pas vu aussi, moi j'aime beaucoup Walter Hill. Je trouve que c'est un excellent réalisateur. Attends, je me gourre peut-être. Sans retour, c'est avec les Cajuns c'est le film de guerre qui a l'air d'être un film de guerre du Vietnam, mais en fait c'est ça. Dans ma tête, c'est ça. Hein. Délivrance, c'est pas complètement un film d'horreur non plus. Je crois que c'est ça. Hein. Mais en tout cas, c'est très bien. Si c'est bien le film auquel je pense, Sans retour de Walter Hill, c'est vraiment excellent, ouais. Web, c'est ça. Et plus un survival, oui, on est d'accord. Je considère pas ça comme un survival. Je considère pas ça comme un film d'horreur, je considère ça beaucoup plus comme un survival, effectivement. Le jour et la nuit, ouais. Oui, voilà. Après, c'est vrai que Suspiria, ouais, moi j'aime beaucoup les giallo aussi. Bah, après, c'est encore un peu différent, quoi. C'est compliqué, hein, parce que c'est. Ouais, parce que c'est. Est-ce que je. Oui, non, si, Suspiria, oui, ça marche aussi. C'est absolument génial. Batman Returns, mais waouh, là, c'est quand même. Tu peux pas vraiment le considérer comme de l'horreur.
Je jouais avec les tropes. Cabin in the Wood. Cabin in the Wood, moi je l'avais bien aimé. Moi je l'ai vu juste. Je l'avais vu juste au cinéma. Je l'ai pas revu depuis. Attendez, mon téléphone qui m'envoie des messages. Ah non, c'est pas mon téléphone qui m'envoie des messages. C'est des gens qui m'envoient des messages par le biais de mon téléphone. Non, ça va, c'est pas important. Je l'ai vu une seule fois, Cabin in the Woods, et je l'ai vu au Cinoche. Et c'était pas mal. J'ai le souvenir d'un truc un peu Lovecraftien qui arrive à un moment qui m'a bien plu. Mais est-ce que si je le revois aujourd'hui, ça va pas un peu m'énerver aussi? C'est la question que je me pose. Parce que du coup, je suis un peu revenu de ce truc-là, un peu métatexte de film qui pose. Après, c'est pas. Je sais que j'en fais beaucoup sur ce truc-là. En vrai, je sais que je parle trop de cinéma récent. Et je ne devrais pas, tout simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui vraiment consomme du cinéma de cette manière-là, dans le sens où je regarde pas beaucoup les films qui sortent. Ça n'a jamais été le cas. Pour des raisons un peu pratiques, qui sont que quand j'étais petit, c'était beaucoup plus pour des questions de thunes, de regarder les films qui passent à la télé, ou les cassettes que je pouvais enregistrer, ou qu'on pouvait me prêter, etc., quoi. Et du coup, en fait, je suis beaucoup plus un cinéphile de vidéoclub qu'un cinéphile de cinéma. Moi, ma culture cinéma, elle a été faite dans les médiathèques et dans les vidéos futures de ma ville, quoi. Je suis pas vraiment un mec de la culture ciné. Et du coup, j'ai pris cette habitude-là de voir les films toujours en décalé par rapport à leur sortie salle. Mais ce qui fait qu'en fait, j'ai jamais été un... Et je sais que j'ai pris l'habitude, en fait, de réfléchir aux films en pouvant les voir plusieurs fois et y réfléchir et en ayant le recul nécessaire à me dire ce film-là appartient à cette temporalité. Et moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre le temps dans lequel je suis. J'imagine que pour d'autres gens, c'est très simple, etc. Mais j'ai du mal à prendre du recul sur les choses qui arrivent dans le présent, quoi. C'est très compliqué pour moi de décrire. Si, je décris des tendances, j'arrive à les voir, mais je sens que je suis pas juste et pas complètement précis dans ce que je dis. Et donc c'est pour ça que vous noterez que j'ai jamais sorti une vidéo montée ou pensée sur un film qui vient de sortir. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est toujours soit là, le seul moment où je parle de films récents, c'est soit là, lors de conversations informelles sur Twitch, ou lors des termes quand on parle avec des copains, quoi. Mais ce ne sont pas des propos très intéressants, et j'en ai tout à fait conscience, ni complètement terminés, ni complètement... Vous voyez, mon opinion sur Glass Onion, en tout état de cause, elle peut très bien évoluer si je le revois dans d'autres conditions et que j'essaie de comprendre plus, etc. Tous les films que je viens de voir, en fait, mes opinions et la compréhension que j'en ai, et c'est très mouvant. Enfin, ça peut vraiment changer un peu tout le temps. J'ai pas du tout la prétention de dire que j'arrive à comprendre ce qui se passe en ce moment dans l'histoire du cinéma. Et les tendances que je ressens, peut-être qu'elles sont un peu erronées, en fait. Et j'en ai tout à fait conscience. Et c'est pour ça que j'aime pas trop. Je le fais que lors de streams comme ça, parce que je comprends que vous identifiez ça comme une conversation qui est sur le vif et qui ne dépend pas de... Enfin, vous comprenez que ce que je dis, c'est pas l'aboutissement d'une réflexion, c'est juste à l'instinct ce que je ressens. Et je pense que c'est ça aussi un peu ce qui fait la spécificité de Twitch. Donc je me permets de le faire un peu dans mes streams, mais ce n'est pas du tout ce vers quoi j'ai envie de me diriger. Ça ne m'intéresse pas de faire des magazines d'actualité. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et après, c'est vrai que tu me dis la Gua des Pasta, on a le droit de se contredire. Ouais, non, je sais, mais du coup, est-ce que j'ai envie de participer au truc? Et surtout, en fait, et de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité, en fait, presque un peu maladive, en fait, de se prononcer sur les films qui sortent, d'avoir une opinion sur le cinéma, comment il existe, vers où il évolue, etc. Et je préfère... laisser d'autres gens faire ça, je pense qu'ils le feront mieux que moi. Je le fais juste vraiment là, mais je sortirai jamais genre une vidéo un peu travaillée en mode monté sur un film qui vient de sortir, ça ne m'arrivera pas. Parce que en fait déjà ça m'intéresse pas de ouf. Et je trouve que au-delà des conneries que je peux dire, je suis. Ça fait aussi. Pardon, je suis un peu enrhumé. Enfin pas un peu enrhumé, mais j'ai un peu la gorge prise. J'ai l'impression en plus que le fait de donner des opinions a aussi un impact, je veux dire, sur la façon dont les gens qui m'écoutent ressentent le cinéma actuel. Moi, je ressens quelque chose dans le cinéma actuel qui est vraiment, que je trouve un peu dérangeant dans le cinéma populaire, grand public, etc. Mais je trouve que 2022, ça n'a pas été une année de merde en Cinoche. Je trouve mais en même temps, j'en ai pas vu tant que ça, parce que du coup, je vous dis, je les vois toujours un peu en décalé. Mais en tout cas, j'ai vu plutôt des films qui m'ont intéressé. Si je tape par exemple Best Movies 2022 et que je regarde et je réfléchis un peu à ceux que j'ai vus, je pense qu'il y en a pas mal que j'ai trouvé vraiment cool.
ce que je décris comme le problème de métatexte en fait qui me dérange dans le cinéma actuel, il est en fait représentatif de pas tant de films que ça. Mais c'est juste qu'il truste un petit peu le débat public. Mais en même temps, c'est un peu de ma faute du coup. Parce que c'est aussi le fait, c'est pour ça aussi que ça me saoule de plus en plus de parler de trucs que j'aime pas, quoi. Parce que les trucs que j'aime pas, si je vous dis oui, j'ai vu, je sais pas, Thor Love and Thunder et je trouve que c'est naze, ok, mais tout le monde est en train de parler de Thor Love and Thunder et en fait, en vrai, mon opinion, elle a pas grand intérêt parce qu'elle est pas très développée, elle est pas très construite. Et en fait, je vais juste dire, bah non, c'est chiant parce que c'est que des blagues un peu nazes autour de personnages intéressants mais qui sont traités un peu de façon naze. Donc, en fait, je devrais arrêter de parler de ces trucs-là et je devrais plutôt me concentrer sur des recommandations de films de l'ancien temps, quoi, de trucs, parce que du coup, eux, je les ai beaucoup vus, et en fait, ça m'intéresse beaucoup plus. Et le gros des conversations que j'ai, en plus, disons, dans mon quotidien avec les gens qui sont autour de moi, concernent ces films-là, et pas les films d'actualité, quoi. Donc, c'est vrai que là, je regarde un petit peu ce qui est sorti, du coup. Bon, Glass Onion, j'ai pas aimé. White Noise, j'ai pas vu. Mais attendez, ça vient de sortir, White Noise. Ah oui, mais c'était quand même 2022 parce qu'on est au tout début. Athena, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants. Everything Everywhere All At Once, j'ai trouvé ça cool. The Northman, j'ai trouvé ça un petit peu pompeux, mais quand même cool. J'ai trouvé ça sympa. Le téléphone de Monsieur Argan, j'ai trouvé ça un peu vieillot, pas ouf. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai toujours pas vu Decision to Live, évidemment. J'ai pas vu À l'Ouest, rien de nouveau non plus. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants dans Prey, même si pour moi, c'est pas complètement fini. Prey, pendant tout le film, je me disais, mais putain, mais pourquoi ça se passe pas avant, quoi? Parce que peut-être ils veulent relier avec le gun du 2, mais voilà. Donc voilà, j'ai vu, attendez, dans les deux trucs, Werewolf by Night, ça compte, bon, c'est un court-métrage, quoi. C'était pas trop naze, c'était pas trop mal. Putain, Scream, j'ai trouvé ça horrible. Mais c'était 2021. Attendez, je pense que la liste que je suis en train de dire est pas bonne, en fait. Si je prends Rotten Tomatoes, peut-être. J'accepte. Merde. Je me demande s'ils mélangent pas des films de 2021 et 2022. Bon, je sais pas. Mais sinon, de tête, voilà, Barbarian, j'ai trouvé ça pas honteux. Il y avait des trucs sympas dans X et dans Pearl. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants aussi. Top Gun Maverick, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants. Même si, pareil, il a été surhypé, je trouve. Moi, on me l'a vendu comme vraiment un spectacle absolument incroyable et tout. C'est bien. J'ai trouvé ça bien et vraiment intéressant en termes de spectacle, mais j'ai pas trouvé ça non plus. J'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre de ouf. J'ai adoré RRR, ça j'en ai déjà parlé évidemment. Elvis, je l'ai pas vu. Bones and All, j'ai trouvé ça pas mal. Pinocchio, je l'ai toujours pas vu. De Del Toro, faudrait que je le mate. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Black Phone, j'ai pas vu. Black Panther, j'ai pas vu. Et je pense les Marvel, je vais arrêter d'aller les voir. Donc voilà. Northman, comme j'ai dit, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quoi d'autre? Glass Onion, j'ai dit que j'aimais pas trop. Ah, j'ai pas encore vu Banshees of Inisherin, là. Le dernier film de Martin McDonagh. Ça m'intéresse. Moi, j'avais bien aimé Bruges. In Bruges. J'avais trouvé ça cool. The Batman, j'ai trouvé ça pas ouf, c'est vrai. Nope, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants, mais d'autres trucs qui m'ont saoulé. Everything Everywhere All At Once, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Bon, c'est pas non plus une année de merde, quoi. C'est juste en fait que il y a une tendance en fait de films qui, j'ai l'impression, sont bloqués sur l'idée d'apporter un commentaire sur le genre de film qu'ils sont, qui est un truc qui ouais, j'en ai déjà parlé de Glass Onion, de ce qui n'a pas fonctionné, Black Baba. Bah, pour moi, c'est un très mauvais polar, en fait. C'est un mauvais whodunit, quoi. Qui est tout à fait prévisible, qui est pas bien écrit, qui est... et dans le côté satire sociale, je trouve que, franchement, ça apporte pas grand-chose par rapport à ce que faisait genre Altman dans un film comme Gosford Park, mais en plus j'ai trouvé ça un peu genre forceur de ouf dans les messages que ça essaie de faire passer. Tu fais, c'est bon, on a compris, quoi. C'est vrai qu'il est con, mais bon. Voilà. Et j'ai bien aimé Jackass Forever. Non, je vais pas aller jusqu'à dire ça. Mais voilà. Et du coup, oui, non, c'est juste qu'il y a cette tendance en fait mais en plus, qui, moi, est un peu vieillotte dans ma tête, parce que c'est vrai que ce côté métatextuel qui me dérange, donc qui est en gros l'idée que tout doit être un peu tourné en dérision, tout doit faire systématiquement référence à d'autres trucs, et tout doit être une réflexion sur le genre dans lequel tu es en train d'officier. C'est un truc qui, pour moi, aussi appartient aux années 90 dans ma tête, quoi. C'est un truc que j'associe, en tout cas, à un truc qui est né dans les années 90, qui appartient aux années 90, quoi. Donc, du coup, c'est même pas le côté... c'est un nouveau cinéma qui me déplaît. C'est en fait le fait que ça ressuce
un truc qui est déjà un truc qui me paraît vieillot en fait, que je trouve que ça avance pas et du coup ça stagne dans un espèce de truc comme ça et au final en fait au bout d'un moment combien de commentaires tu vas faire sur le genre du super-héros, combien de blagues est-ce que tu peux faire sur le fait que leurs costumes sont un peu colorés, tu vois. Ah, j'ai beaucoup aimé aussi 3000 ans à t'attendre. Oui, je l'ai vu, effectivement, Reg Human. Oui, le George Miller, ouais, ça j'ai beaucoup aimé aussi, effectivement. C'était super cool. La nuit du 12, je l'ai toujours pas vu, alors que c'est un pote à moi qui l'a étalonné et qui arrête pas de me dire il faut que tu le vois. Mais je vais le voir, promis, ça a l'air super. Voilà. Après, en même temps, tout a déjà été fait, mais pas du tout. Tout n'a pas été fait. Faut pas penser comme ça, en fait. Parce qu'on pouvait se dire ça aussi en 95, quoi. Tu vois, c'est genre. Non, pourquoi tout a été fait à partir de quand, en fait? Asbestas, c'est sur ma liste. C'est sur ma liste. Je sais que c'est super. On m'a pas arrêté de me dire que c'était top. Nightmare Alley, j'ai beaucoup aimé aussi, effectivement. J'ai trouvé ça super cool. Mais non, il y a des trucs. Et il y a des trucs nouveaux qui sortent, quoi, aussi. Tout le mois, RRR, c'est nouveau. Bah, après, c'est parce que je connais pas bien le cinéma indien. C'est nouveau aussi pour ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais je veux dire, c'est un type de divertissement qui est vraiment cool, qui est vraiment nouveau, quoi. Et qui est super. Et on peut faire plein de choses. Il y a plein encore d'histoires à raconter. Il y a plein de trucs. On n'est pas obligé de faire que des trucs en mode. Ah, vous avez vu. Après, il y a dans ce style-là, il y a des films qui m'ont amusé, quoi. Je vais pas non plus bouder mon plaisir en disant que tout est nul. Mais c'est quand même genre. Je trouve ça poussif, quoi. Moi, j'en peux plus, là. Et au bout d'un moment, c'est combien de blagues Et puis en plus, là, tu sens même que dans le côté commentaire, auto-référence, auto-citation, ça tourne en rond. C'est-à-dire que Glass Onion, ça apporte rien sur le genre du whodunit, quoi. C'est-à-dire que ça se pose comme une espèce de réflexion sur un genre, et tu fais, mais c'est quoi que tu dis sur le genre? En fait, tu dis rien. Il n'y a rien qui est dit sur le whodunit dans Glass Onion, qui n'était pas dit dans Knives Out, déjà, quoi. Ou dans Gosford Park, ou dans d'autres trucs comme ça, quoi. Donc... Non, je trouve pas. Est-ce que le cinéma indien ne contient pas peut-être le nouveau Tigre et Dragon? C'est un truc que disaient les mecs du cinéma est mort, ou peut-être de Discordia, merde, je mélange les podcasts cool de cinéma. Qui disait que le nouveau Hong Kong se situe en Inde. Apparemment, moi, j'ai pas assez de connaissances en cinéma indien pour le dire, donc je pourrais pas te dire. Ah, et je me suis fait raid par Seb. Salut à toi, Sébastien Rassia. J'espère que tu vas bien. Je parlais de toi tout à l'heure. Je disais que tu étais, comme d'habitude, quelqu'un d'absolument merveilleux. Bienvenue à tous, les amis qui nous viennent de chez Seb. J'espère que vous allez bien. Alors, tu me raides, c'est adorable, mais je vais pas tarder à partir. Je pense que c'est le dernier quart d'heure sur lequel on est. Mais bienvenue quand même à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que Seb vous a fait vivre des expériences fantastiques et merveilleuses. Je pense que dans Glass Onion, il se concentre surtout dans la satire Musk et les nouveaux riches que le whodunit lui-même. Mais ça, moi, en fait, si tu veux pas faire un whodunit, il faut pas en faire un. Ou alors, il faut en faire un, très vite évacuer la question et passer à un autre film. Mais pendant tout le film, il y a des trucs qui maintiennent le mystère. Quand même, quoi. Tu vois, il y a des trucs où vraiment ils essaient de te faire croire qu'il y a un mystère sur comment ça. Et il y a le côté, genre, les pièces du puzzle qui se mettent en place et tout, et le mécanisme qui se met en place, c'est quand même des trucs très du whodunit, quoi. Là, donc, il s'en fout. En fait, s'il s'en foutait, il en aurait pas fait un. Ou alors, il l'aurait fait en mode vraiment, il te fait comprendre que ça repose pas là-dessus. Mais non, pour moi, il essaie complètement de monter un mystère, tu vois, qu'il essaie de maintenir jusqu'au bout. Sinon, il y a des plans qui s'expliquent pas, en fait. Il y a des trucs qui te montrent les choses, genre, ah, je vais les surprendre. Mais pour moi, ça marche pas, quoi. Et sa satire sociale, elle est au niveau... c'est cool, hein, c'est cool de dire, oui, machin, ils sont cons et tout, mais ça apporte pas grand-chose. Tu vois, et puis les métaphores sont hyper évidentes. Après, ça, c'est un truc classique de Ryan Johnson, de mettre des métaphores vraiment in your face, pour pas... Mais ça, c'est pas une critique, parce que à la limite, c'est une question de style. Si t'es pas obligé d'être un cinéaste fin, finalement. Tu peux aussi dire, oui, moi je vais faire des métaphores où lui il représente ça, et du coup la métaphore c'est ça, comme dans le vrai monde, et puis point, quoi. C'est vraiment une métaphore un pour un, où on te montre un truc qui représente quelque chose de façon complètement littérale, et il fait que ça. Mais du coup... là, tu fais, oui, mais regardez, ils sont tous à la solde des riches, parce qu'en fait, ils ont besoin de son argent et tout. Tu fais, oui. C'est vraiment très, très... Il te montre le truc, c'est exactement... tu vois, il n'y a pas de plusieurs degrés de lecture ou quoi. C'est vraiment lui. Mais c'est toujours, ça a toujours été ça. Donc ça, c'est sûrement une patte, en fait, de Ryan Johnson qu'il essaye de mettre dans ses films, où il essaie de revenir à des métaphores plus simples. En mode, moi, j'ai envie de revenir à un truc où vraiment, je te montre un personnage, et il est littéralement le miroir. Tu vois, parce que le personnage, il aurait pu l'appeler Elon Musk. Tu vois, ça, genre, ça aurait été genre... Il y a un moment où peut-être il essaie juste d'éviter des procès, quoi. En fait, c'est juste le truc comme ça, quoi. Mais en vrai... Genre, il n'y a pas de...
À quel moment tu te dis non, c'est ouais, non mais il essaie de prendre un truc un peu fin sur les rapports sociaux, sur la façon dont non, c'est je prends un personnage, il est vraiment le miroir d'un truc qui existe dans le vrai monde, tu vois. C'est genre, oh là là, attention, il y a un riche, tu sais, t'écris le scénar, c'est genre, il y a un riche dans mon film, il s'appelle Bill Goots, et en fait, il a fait fortune dans les ordinatures, tu vois, et du coup, ouais, il est vraiment, il est pas sympa, il est très capitaliste, et il a placé pas mal d'argent en bourse, et du coup, il y a des scandales autour de ça. Je suis d'accord. Mais après, par contre, c'est vrai qu'il y a tout un truc où en fait, voilà. C'est pour ça, je vous dis, j'aime pas parler des films récents parce que je suis dans un nuage de je ne sais pas en fait. Je ne sais pas à quel degré c'est une vraie tentative de cinéma, de proposition, de dire moi mon film c'est ça. Parce que Adam McKay c'est sûr que c'est ça. C'est-à-dire que Don't Look Up c'est ça. Don't Look Up il y a une idée de la métaphore est absolument évidente de façon complètement évidente. Elle l'est dès la première seconde du film. Et tout le reste du film, il insiste sur la métaphore en fait, mais genre vous êtes con, vous êtes con. Donc là pour moi je ressens une démarche, mais parce qu'il souligne, il surligne le truc et la blague c'est souligner, surligner quoi. Donc là je le comprends. Mais dans les films de Rian Johnson, il y a parfois des moments où je me dis, mais peut-être en fait, il le fait sérieux de ouf. Peut-être il est en train de se dire, ah, est-ce qu'ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler, tu sais. Il y a peut-être ce délire-là. Et je sais pas en fait. C'est une vraie question que je me pose. Parce que j'espère qu'il est pas en train de se dire, ouais, je vais les matrixer et tout. Ils vont devoir réfléchir sur ce que ça a comme sens. Ah, vous avez vu ce politicien démocrate un peu corrompu par l'argent des riches? Est-ce que ça serait pas le symbole d'un politicien démocrate qui serait un petit peu. Et je sais pas, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas à quel degré est Rian Johnson quand il fait ça. Je sais pas, je ne sais pas. Voilà. Rian Johnson, c'est même pas une métaphore, c'est juste dit. Oui, c'est vrai, il le dit. Bah, donc si vous pensez c'est fait exprès, plutôt c'est plus une démarche consciente de je vais faire un film avec des métaphores vraiment hyper parce que c'est pareil, parce qu'en fait, si vous voulez, dans Star Wars 8, en fait, son côté briser les icônes, le personnage de Luke Skywalker, c'est pourquoi pas, il y a une démarche de cinéma, mais en fait, c'est la façon dont il le fait qui, je trouve, est vraiment sur le nez, comme disent les Américains, quoi. C'est vraiment genre, on va lui faire boire, il va avoir l'air un peu débile, il va boire un truc, ça va dégouliner et tout, et je sais pas à quel degré est-ce que c'est, je sais pas à quel degré il le fait, j'ai vraiment du mal, c'est un vrai mystère. Parce que après c'est son style aussi, parce que dans Brick finalement il faisait un truc un peu similaire. Enfin, Brick c'est pas un truc de métaphore sur ce qui se passe dans le vrai monde, mais du coup il fait, c'est-à-dire que il fait un personnage de détective privé, c'est un personnage de détective privé, il change le skin et en fait il raconte une histoire de détective privé avec un autre skin. Mais du coup je trouvais ça plus subtil dans Knives Out. Je trouvais que dans Knives Out il y avait des moments en fait où tu disais ah tiens il essaye de décrire des trucs, je sais pas, parce que en fait est-ce que c'est cynique? C'est ça le truc. Est-ce que c'est un peu cynique en se disant bah, les gens ils sont un peu bêtes, il faut leur faire des trucs qu'ils comprennent? Parce que si c'est ça, c'est pas cool quoi comme type de cinéma. Je sais pas, tu vois. Il y a un truc qui me fait tilter en mode mais. Mais en voyant Knives Out, ça m'a sauté aux yeux en fait. Parce que j'avais pas tilté complètement dans Knives Out parce que j'ai marché dans son délire. Parce qu'en fait, Knives Out, je suis allé le voir en me disant ça va être un whodunit. Parce que ça me paraissait, je me disais, bon, le genre un peu vieillot, mais du coup, ça a l'air d'être un genre qui l'intéresse, parce que pourquoi revenir à un film comme ça, qui est pas, j'allais dire un plus petit film, c'est quand même un gros budget, Knives Out, faut pas déconner, quoi. C'est des blockbusters, hein. C'est Glass Onion, c'est un film très cher. Mais du coup, le fait qu'ils reviennent à un genre de film un peu plus huis clos, un petit peu plus intimiste, moi j'imaginais qu'il y avait une démarche un peu sincère derrière et que du coup, je pensais qu'il allait faire un whodunit un peu classique, avec un peu de méta parce que c'est Rian Johnson et que il fait que ça quoi. Mais en allant le voir, et donc j'ai été surpris dès le départ. En fait, il te dit bah, alors, tu t'attendais à voir un truc sur qui est le tueur, mais en fait on va te faire un truc sur c'est quoi le crime. Donc il y a déjà ce truc là, je me suis dit ah c'est pas mal. Il y avait le point de vue qui était je trouve plutôt bien géré du point de vue de la caméra en fait. Je veux dire il y avait la caméra qui était un espèce de pas objectif, mais la caméra devenait un personnage qui s'amusait avec le spectateur dans un jeu métatextuel où du coup en fait c'est plus le côté whodunit un peu plus classique de le spectateur en sait autant que le détective et donc le jeu se fait entre le spectateur et le détective sur qui arrivera à comprendre le pourquoi du comment en premier. C'est un jeu qui se fait littéralement entre le spectateur, bon le détective il est là, il sait des trucs etc, mais la caméra du coup le point de vue du cinéaste est un vrai personnage qui a des points de vue et qui distribue des informations au spectateur. C'est pas un truc qu'il a inventé, mais je veux dire, c'est le principe, c'est que la caméra te dit presque littéralement bonjour, je suis là.
je suis le quatrième mur, coucou, et je vais jouer avec toi, je vais te donner quelques informations, mais je vais essayer de bien les timer. Je sais tout, j'ai tout compris, moi je sais la vérité, mais je vais te donner des petites informations comme ça, par-ci par-là, et tu vas reconstruire ton petit puzzle dans ta tête et tout. Et moi, je trouvais que ça fonctionnait en fait dans Knives Out, vraiment. J'étais vraiment en mode ah, qu'est-ce qu'elle va me montrer? Il y a il y a un personnage qui dit un truc, la caméra le contredit ce qui vient d'être dit en te montrant autre chose. Il y a ce jeu qui avait l'air hyper ludique et j'ai eu l'impression, malgré ce côté métatextuel qui est au cœur de son cinéma, mais après, ça, c'est une caractéristique du cinéma de Rian Johnson, donc ça fait partie de son style. Mais du coup, là, je trouvais que c'était bienvenu. Il y avait un jeu qui se créait qui était intéressant. Il y avait quelque chose de rigolo, une espèce de ping-pong qui jouait avec le métatexte du film et je trouvais ça marrant. Vraiment, j'ai pris du plaisir devant Knives Out, je trouve que c'est vraiment cool. Et là, en fait, déjà, le point de vue de la caméra n'a plus... ça te montre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça illustre des mensonges des méchants, parfois ça te montre la vérité aussi, parfois, donc il n'y a plus du tout c'est plus que ça illustre des témoignages. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, du coup. Là, il n'y a plus vraiment de trucs affirmés de point de vue de la caméra. Donc, du coup, le jeu, il est faussé. Du coup, en fait, t'es en train c'est comme si un mec te proposait une partie de poker, mais qu'il était systématiquement en train de tricher à ta barbe. Et parfois, il joue avec les règles, mais parfois, il en invente une autre et il dit non, mais je vais faire ça aussi. Tu fais, c'est pas possible parce que. Et en fait, j'ai l'impression que cette espèce de truc du point de vue qui est plus assumé comme un jeu un petit peu malin et qui est plus genre j'ai l'impression que ça cache une faiblesse scénaristique du whodunit, de l'intrigue qu'il est en train de construire. C'est-à-dire, comme il comprend que en fait tout le monde comprend, je pense franchement, pour vous regardez même les premières 20 minutes du film, vous comprenez c'est qui le méchant direct. Genre, c'est vraiment, il y a rien, voilà, faut vraiment pas avoir vu de film du tout policier pour pas capter, mais tu captes. Et je pense que la plupart des gens ont capté direct. Mais je pense qu'il a conscience en fait que du coup l'intrigue elle est faible. Et du coup, il se dit, je vais essayer de la cacher un petit peu avec des espèces de procédés, un peu de caméra, de me dire, je vais montrer un truc faux, et après, je vais montrer la même chose en vrai, et après, ça va devenir un truc sur les souvenirs du spectateur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais pour moi, c'est un peu un cache-misère, en fait, du fait que, vas-y, ton intrigue, on l'a capté direct. Et dès qu'il fait un truc une révélation, un truc machin, soit t'es pas surpris du tout, parce que du coup, tu l'as vu venir de 20 minutes avant dans le film, soit tu te dis, ok, ça, je l'avais pas vu venir parce que je pensais pas, en fait, qu'on utilisait encore ce type de poncif au cinéma, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une révélation au milieu du film, j'essaie de pas spoiler, c'est très compliqué dans un film comme ça. J'essaie de pas spoiler, au milieu du film, il y a une révélation, tu fais, effectivement, je l'avais pas vu venir, mais parce que je pensais pas, en fait, qu'on faisait encore ça. Genre, c'est comme si au milieu d'un film, t'avais un personnage qui se réveille et en fait, ah non, c'était un rêve. Genre, ok, je suis surpris, mais parce que je pensais vraiment qu'on avait dépassé en fait ce truc-là. C'est genre, j'avais pas. Effectivement, je pensais pas qu'il y avait si peu d'inventions, en fait, si peu de nouveaux. Ça me surprend par son ultime classicisme dans le poncif qui est utilisé, quoi. Je pense que ceux qui ont vu le film captent le truc que je suis en train de parler, la révélation, où tu fais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est genre, moi je vous jure, quand j'ai vu ça, il y a des films qui sont sortis en 96 qui ont le même twist. Et déjà, je les voyais, j'étais petit et je me disais, c'est pas possible. Genre, franchement, c'est chaud, quoi. Mais en même temps, dans le film, il y a le côté, c'est un peu une blague. Mais il le fait quand même. Je sais pas. Et du coup, en plus, c'est le truc hyper confus de Rian Johnson, quoi. C'est qu'il t'envoie vers une direction, après il dit non, mais en fait, c'est pas exactement ça. Et il fait, oui, mais c'est ça, mais c'est comme mes personnages. Et t'es là, tu fais, calme. Enfin. C'est genre, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Est-ce que tu as envie de faire une intrigue policière? Est-ce que tu as juste envie de faire des blagues sur des gens qui te paraissent idiots, tu vois? Auquel cas, est-ce que c'est juste une compile de vannes sur Elon Musk? Est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas envie de décrypter vraiment la société parce que c'est trop simpliste du coup comme truc et je pense pas que ce soit le but non plus du jeu, quoi. Est-ce que tu as juste regardé 2-3 trucs dans les médias, machin, et tu t'es dit, ah, c'est vraiment débile, il faut que j'en parle? Je comprends pas. Je comprends pas. On dirait un livre de blagues sur des riches bêtes en fait. Et pour avoir vu des trucs genre, je sais pas, comment dire, le désordre esthétique là, l'épisode de Striptease, je comprends qu'ils peuvent être comme ça. Hein. Mais c'est juste qu'en fait là, le point de vue du truc, il y a pas d'horizon à ça, quoi. C'est-à-dire, et après quoi? C'est des gens, je sais pas. Je vais vous lire un petit peu. Je sais pas si vous avez des trucs, peut-être pour m'éclairer aussi sur le ton du film et sur pourquoi il est parti sur ce truc caricatural, parodique, qui était pas complètement dans Knives Out. Parce que dans Knives Out, il y avait un côté un peu plus... il y avait le côté ridicule de ces personnages, évidemment, qui était montré, hein, ça, bien sûr. Mais il y avait une subtilité où ils étaient pas complètement teubés, quoi. Genre...
c'était pas. Enfin, je veux dire, là, parfois, il y en a, tu te dis, mais c'est fou qu'ils aient survécu jusqu'à être adultes, quoi. C'est-à-dire que les personnages de Glass Onion, il y en a certains, tu dis, mais enfin, c'est fou comme ils sont cons, quoi. Vraiment, ils sont débiles de ouf. Alors, attendez. Je trouve que Glass Onion est à l'image de Netflix qui vole les œuvres, prend pour des cons le spectateur. Non, ça, c'est un peu méchant quand même. Karim, je pense que tout le film est un cache-misère pour masquer qu'il a été tourné pendant le Covid. Les personnages ont dû être modifiés à la va-vite pour que les acteurs ne se croisent pas. Oh, je suis pas sûr. T'as des infos là-dessus? Karim, j'ai l'impression que maladroitement, Glass Onion essaie de jouer sur le fait de ne pas croire ce qu'on te montre. Ouais, il y a une réplique à la fin du film, vers la fin du film, du détective qui résonne avec ce côté mensonge tellement gros que ça passe. Oui, ça j'ai compris. Parce que en fait, tout le délire de Glass Onion, c'est de te dire, mais en fait, c'est évident. C'est le principe même, c'est la métaphore de son concept de Glass Onion, c'est-à-dire il y a des couches, mais elles sont transparentes. Le concept de Glass Onion, c'est de dire, mais en fait, c'est évident. Mais ça marche si l'intrigue policière fonctionne pour moi. Parce que du coup, il n'y a pas du tout l'effet de ah, mais oui, il a raison, c'était évident, c'était sous mes yeux. Mais je l'avais pas vu, en fait. Parce que là, c'est genre. Tu sais, t'as le personnage à la fin qui fait mais. Vous êtes con, c'était évident, c'était à peine un. Tu sais, il y a les blagues sur le Cluedo aussi. En mode, j'aime pas, c'est trop con. Et en fait, il y a la blague de ah bah oui, mais en fait, l'intrigue, c'était tellement con que j'ai été surpris par le fait que ce soit con à ce point, le plan du méchant, en fait. Mais ça marche théoriquement si le spectateur se fait avoir. Parce que ça aurait marché si. Enfin, ça aurait marché sur moi, hein, tout ça est très personnel évidemment. Ça aurait marché sur moi comme effet si je m'étais dit putain, mais oui, en fait, c'était tellement con que je l'ai pas vu venir. Parce que je pensais à quelque chose de plus sophistiqué, mais là, c'était tellement bête que je l'ai pas vu venir. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai pas ressenti ça. Moi, je me suis dit, bah oui, c'est débile parce que les gens sont débiles et que donc son plan est débile parce qu'il est débile, quoi. Après, il y a des trucs drôles, par contre, sur la débilité. Il y a des super vannes, il y a des très bonnes vannes. La vanne de les mots mal prononcés, pour ceux qui comprennent, est vraiment très drôle, quoi. Mais du coup, oui, effectivement, c'est ça, d'accord, je comprends tout à fait. Ça, j'avais compris, en fait, en voyant le film. J'avais compris que la blague de la fin du film, c'est ah, mais c'était tellement con que vous, en tant que spectateur, parce que du coup, il y a l'identification. En gros, lui, en tant que détective, est surpris. Ce qui le surprend, c'est la bêtise du plan. Et du coup, supposément, j'aurais aimé être surpris aussi par la bêtise du plan. Mais il en a tellement fait beaucoup, en fait. Ah, c'est peut-être ça qui m'a gêné, en fait. Donc je remets les pensées dans l'ordre. Peut-être le fait que ces personnages soient si cons et que ce soit tellement insisté, bah, du coup, ça m'a pas surpris que leur plan soit con comme eux, en fait. Donc, du coup, c'est ça. Oui, d'accord, ok. C'est peut-être ça qui m'a dérangé. C'est peut-être ça le truc qui fait que j'ai bloqué sur ce film. Ok, d'accord. D'accord. Donc oui, ça doit être ça en fait. C'est vrai que c'est ça. Peut-être le cœur de ce qui m'a dérangé, c'est ça. C'est que effectivement, je pense que l'objectif du film, c'était de. Mais du coup, c'est périlleux, hein. Alors après, c'est courageux comme démarche. L'objectif du film, c'est donc de mettre en scène une intrigue policière débile, pensée par des personnages débiles, mais qui contient quand même un élément de surprise du fait de sa débilité. C'est ça, du coup, le délire vous pensez qu'il a fait? Je- Parce que c'est ça, d'accord. Mais du coup, pour moi, ça n'a pas été efficace. Ça n'a pas été efficace. Parce que du coup, j'ai pas ressenti ça, en fait. J'ai pas du tout ressenti, ah, mais oh, putain, mais je l'avais pas vu venir, c'était tellement con que ça m'a dépassé. J'ai pas senti ça. Mais du coup, ça, c'est dommage, parce qu'en fait, il est bloqué par son propre concept, du coup, parce que s'il avait fait un truc un peu plus subtil dans sa critique des nouveaux riches, c'est-à-dire un peu moins. Regardez comme ils sont cons. Il y a des moments, franchement, il y a des moments où il y a des répliques qui sont balancées. Kate Hudson, il y a des moments où c'est un. Alors, c'est pas même les acteurs n'y croient pas, hein. Les acteurs ne croient pas aux personnages qui sont en train de jouer tellement ils sont bêtes, quoi. Mais du coup, en fait, il est tellement allé fort dans ce truc-là que moi, ça a fait l'effet inverse, en fait. Chez moi, ça a provoqué justement le côté du étant donné qu'ils sont cons, évidemment que c'est ça, quoi. Évidemment que la révélation, ça va être ça parce qu'ils sont cons. Mais du coup, d'accord, ok. C'est quand même tordre la réalité pour trouver une explication, Karim. Tout le monde est con et le réveil l'est aussi. Le réveil, tu veux dire la révélation? Ah, Karim, je pense oui, mais en même temps,
il essaye aussi de te mentir avec la caméra, même si c'est surfait. Moi, ça m'a dérangé. Hein. Ça m'a dérangé de ouf. Parce que en fait, il y a... Après, voilà, c'est une question de comment tu gères ton mystère, quoi. Mais il y a des trucs qui pour moi, sont pas honnêtes, en fait, en termes de gestion de simplement l'intrigue policière, hein, je parle. C'est-à-dire que... Putain, j'essaie de vous expliquer ça sans spoiler le film pour les gens qui l'ont pas vu. Je vais pas vous spoiler, c'est promis. Il y a un événement dans le film. Il ment pas, il omet. En fait, si, il ment. Parce qu'il y a un truc... Putain, comment je peux vous l'expliquer sans vous spoiler ce qui se passe? On parle de Glass Onion, Zedexis. Bon, il y a un truc, il y a un événement dans le film, à un moment qui se passe, qui est hyper important et qui est le seul truc qui m'a fait me dire peut-être je me trompe. Voilà. Il y a un truc qui est montré dans le film, en fait, qui est hyper important sur l'identité du tueur. Sur la révélation. Ce truc, on le voit arriver une fois, de façon complètement anecdotique. Et ensuite, la caméra va illustrer un personnage qui ment. En fait, la caméra va montrer quelque chose qui est faux pour illustrer un mensonge d'un personnage. Voilà, c'est ça qui se passe, à un moment du film. J'essaye vraiment d'être le plus vague possible. Putain, j'espère que ça vous spoil pas. Je suis vraiment désolé si vous arrivez à comprendre ce que c'est. C'est pas du tout mon but de vous gâcher le plaisir du film. Mais du coup, il y a ça, en fait. Et ça, pour moi, ça, c'est un vrai... Parce que j'en ai discuté un petit peu sur Discord et tout, et on m'a dit, oui, mais la caméra, parfois, montre des choses qui n'existent pas, et c'est vrai. Elle fait ça, même dans le premier. Mais en fait, elle illustre des possibles, la plupart du temps, la caméra. C'est-à-dire, quand un personnage vous dit, ah oui, est-ce que j'ai fait ça ou est-ce que j'ai fait ça, et que son souvenir est un peu flou, ça va illustrer différentes possibilités de ça. Quand un personnage va faire des suppositions, ça peut illustrer les suppositions. Typiquement, il y a un détective qui dit c'est lui qui a tué. Et là, on vous montre c'est lui qui a tué. Ah, mais non, peut-être que c'est lui. Et là, on vous montre ah, peut-être que c'est lui, etc. etc. Donc, ça peut être des hypothèses, ça peut être des incertitudes, ça peut être ce genre de truc qui est illustré par la caméra. Mais la plupart du temps, la caméra vous montre la réalité. La caméra, régulièrement, dans Knives Out, par exemple, va vous montrer le réel en contradiction avec un témoignage faux. C'est-à-dire qu'un témoignage va être illustré ou anticipe un témoignage qui va être faux ou en tout cas omettre la réalité. Typiquement, la petite meuf j'ai oublié le nom de l'actrice, je suis désolé, de Knives Out, à un moment, elle va donner son témoignage et dans une séquence que je trouve très intéressante où il y a le jeté de pièces comment il s'appelle, de Benoît Blanc, il veut écouter le témoignage de la meuf, il lance la pièce et pendant la pièce, tu as la caméra qui va te montrer un flashback de tout ce qui s'est passé. Là, de la même manière, dans Glass Onion, il y a nombre de flashbacks qui vous montrent le réel, quoi, qui vous montrent vraiment ce qui s'est passé pour de vrai, quoi. Mais à ma connaissance, c'est la seule fois, peut-être je me gourre, mais en tout cas c'est une des seules fois où il y a vraiment un mensonge conscient d'un personnage malfaisant qui est montré littéralement par la caméra au moment où il ment. Vous captez ? C'est en gros, il y a un personnage qui est pas honnête, qui ment sur un événement qui s'est passé, et la caméra, pendant qu'il est en train de mentir, en fait, illustre son propos en vous montrant quelque chose qui n'est pas réel, qui est faux, qui est de l'ordre de son faux témoignage, mais qui est du coup là où ça me pose problème, c'est que c'est le seul truc qui maintient l'illusion, en fait, parce que s'il y avait pas ce plan, en fait, tout le reste c'est claqué, genre c'est cramé de ouf. Mais comme il te montre ce plan-là et que tu te dis mais la caméra montre régulièrement du réel ou des suppositions ou etc. Mais en tout cas ne ment pas, elle est rarement dans le camp des méchants en fait la caméra. Mais du coup en fait il te met ce truc-là qui est un mensonge et tout repose. Enfin je veux dire moi en voyant le film en fait c'est le seul moment où j'ai douté de qui était coupable ou de comment ça s'était passé. C'est juste en voyant ça je me suis dit bah il n'est pas en train vraiment de mytho avec la caméra, elle n'est pas en train de montrer un truc faux, tu vois, parce que sinon, si ça c'est autorisé, en fait, du coup, tu peux faire les films les plus artificiels. Là, c'est facile de faire un whodunit, quoi. Du coup, si juste la caméra elle a le choix de montrer soit le réel, soit le témoignage c'est pas Rashomon, c'est pas le concept du truc de montrer la multiplicité des témoignages des différents d'un même événement. C'est pas ça, c'est juste là, ce truc-là qui est illustré de façon malhonnête par la caméra, quoi. Donc, du coup, en fait, tu dis putain, le seul truc qui à un moment du film m'a fait douter sur l'évidence de ce qui se passait, c'est en fait un truc qui est pas vrai, quoi.
Donc tu fais, c'est hyper pauvre. Et du coup, tu te dis, mais si il avait pas envie de... Enfin... Parce qu'en plus, c'est un truc sur êtes-vous sûr de l'avoir vu? C'est ça le principe. Êtes-vous sûr d'avoir bien vu ça? Et tu fais, bah... Parce qu'en fait, cet événement... Je suis désolé, hein, je sais que c'est très confus, mais c'est vraiment pour pas vous spoiler. Cet événement, qui donc est montré comme étant faux, a été montré dans sa vraie version un peu avant. OK? Par la caméra. Donc elle a été montrée en temps réel pour de vrai, et ensuite il y a eu un flashback faux qui illustre un mensonge. Ok. Et ensuite, Benoît Blanc, à la fin du film, tout le monde a dit « Mais on l'a vu faire ça !» en disant, en croyant le mensonge du menteur. Et ensuite, Benoît Blanc, il dit « Mais êtes-vous vraiment sûr ?» Et évidemment, par extension, il parle au personnage du film, mais il s'adresse aussi un petit peu au spectateur. Et du coup, légitimement, il y a moyen de répondre à Benoît Blanc « Oui !» Parce que moi, je l'ai vraiment vu, en fait, tu vois. Moi, parce que tu me l'as montré. Donc là, c'est le propos qui est avec le spectateur. Peut-être ça marche dans le cadre de la diégèse du film. Mais étant donné que ton commentaire métatextuel s'adresse aussi un petit peu au spectateur, réfléchissez bien à ce que vous voyez. Parce que du coup, il y a une métaphore sur le fait que la parole de quelqu'un de riche ou de machin, etc., disons, on lui fait par défaut confiance. C'est ça la métaphore du truc qu'il y a derrière, mais tu fais, mais oui, mais du coup, moi, ça marche pas. Parce que moi, en fait, tu m'as exposé au mensonge par un biais de menteur, en fait. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de raison de remettre en question la parole de ce personnage. Donc, tout le propos que tu es en train de me dire sur arrêtez de faire confiance, tu fais, ben oui, mais là, non, en fait, parce que du coup, là, tu triches. Voilà. Donc voilà, vous captez ce que je veux dire. Pour ceux qui ont vu le film et ceux qui n'ont pas vu le film, donc regardez-le, mais il y a un moment où c'est pas honnête, quoi. Et effectivement, dans ce cas-là, tu peux faire n'importe quelle intrigue qui tient sur des bouts de bois, quoi. Tu fais, c'est ça, exactement, Fei Yong, qui dit Karim, comme si dans Colombo, on nous montrait le meurtre du début en nous disant après que ça s'est pas ça s'est passé différemment. C'est ça. C'est-à-dire que si tu veux faire un truc où tu t'en fous de qui est le méchant ou quoi, bah tu fais un truc à la Colombo où tu montres le meurtre. Mais effectivement, dans Colombo, le concept de la série Colombo, c'est que chaque épisode, ça commence par un meurtre, mais c'est pas caché, c'est pas un whodunit, c'est pas caché en mode on sait pas qui est le tueur, c'est on voit le tueur accomplir un meurtre, et ensuite l'épisode, c'est Colombo, le détective, qui va enquêter sur quelles sont les conditions de ce meurtre en fait. Mais du coup, effectivement, ce serait complètement chelou d'avoir à la fin de Colombo un truc qui dit ah ben non, en fait, c'est pas toi. Mais tu fais, mais du coup, mais pourquoi vous m'avez montré ça en fait? Comment... C'est très très bizarre. Je pense vraiment, il y a des trucs où tu fais Karim, sans ce plan, ça t'aurait moins dérangé. Oui, bah j'aurais pas trouvé que c'est une bonne intrigue policière, mais du coup j'aurais moins eu l'impression qu'on essaie de faire en sorte que c'est une bonne intrigue policière. Tu captes? Genre j'aurais moins eu l'impression qu'il y a quelque chose de raté dans le fond du film, parce que je me serais dit bon, s'il n'y a pas ce plan-là et que c'est juste vraiment un truc sur vos souvenirs, déjà il y a un petit jeu avec le spectateur qui est plus intéressant. Et effectivement, je serais pas en train de me dire bon, il a essayé de maintenir un mystère qui en fait est schlag, parce qu'en fait son mystère il marche pas quoi. Genre moi je sais pas qui vous avez été surpris pour les gens qui l'ont vu de qui c'est quoi. Franchement, tu sais c'est genre enfin. Mais après, peut-être que je plane, parce qu'il y a peut-être sûrement des trucs que j'ai pas bien compris, parce que le film est très apprécié, de ce que j'ai cru comprendre, tu vois, des retours. Donc peut-être il y a des gens qui ont vu des trucs que j'ai pas bien vus, ou que il y a peut-être que ça touche plus fort. Enfin, je sais pas. C'est quoi? C'est le pamphlet anti Elon Musk peut-être qui a plus résonné chez les gens. Je sais pas, je ne sais pas du tout ce qui a plu, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Et pourtant, encore une fois, hein, j'adore le premier, quoi. Boromir qui dit donc en gros, on oblige le spectateur à se tromper en lui montrant quelque chose de faux. Un peu, je trouve vraiment un peu, quoi. Ce qui est gênant dans une intrigue où on pousse le spectateur à essayer de deviner. En fait, c'est juste, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu avec toi, mais qui respecte pas les règles, mais qui continue à maintenir une illusion pendant tout le jeu en mode non, mais je suis vraiment en train de jouer et tout. Et tu fais, mais arrête, tu vois, on joue au Texas Hold'em, j'ai 2 cartes dans la main, t'en as 7, tu vois. Et le mec, il fait, non, je te jure et tout, j'en ai que 2. J'en ai que 2. Tu fais, mais non, il y en a 7, quoi, arrête, tu vois, t'as 7 cartes, tu vois, on a fait le flop, la river. Là, c'est pas, tu triches. Mais non, je te jure, chut. Et tu sais, il fait un tas de 4 et un tas de 3 cartes, et il fait, il y en a que 2. Et tu fais, mais elles sont épaisses comme as, les piles de cartes, tu sais, genre, ça se voit de malade, tu sais. J'ai ce truc là quand même qui est problématique. Je vais aller me coucher les amis parce qu'il est minuit effectivement, vous venez de me le rappeler, vous avez raison de le faire. Ça fait quand même 3 heures que je stream, c'est beaucoup trop long. C'est le cas d'Agatha Christie, c'est de la triche en continu, elle passe son temps à mentir. Mais je parle pas des personnages, hein.
Je parle vraiment d'un truc, et puis en plus, c'est le cas d'Agatha. Non, c'est pas complètement le cas d'Agatha Christie déjà. Et ensuite, il y a aussi le truc, c'est que du premier. En fait, c'est pas un gimmick régulier qu'il fait avec sa caméra, Ryan Johnson. C'est juste qu'il le fait à ce moment-là du film. Mais la plupart du temps, il fait pas ça en fait. Tu vois, donc c'est un truc bizarre, quoi. Voilà. Rien à voir, mais Robert Ospian, je sais, j'ai eu son texto, il faut que je réponde, je vais lui répondre, je l'ai vu, j'ai pas eu le temps de répondre. Après, attendez. Après, Karim, oui, mais en fait, si tu veux, dans Death on the Nile, c'est pas le même propos du film. C'est-à-dire que là, ça repose justement sur le souvenir que vous avez d'un truc. C'est-à-dire, est-ce que par défaut, vous faites confiance à des gens qui sont potentiellement des menteurs juste parce qu'ils vous paraissent cool? Mais en fait, son propos, pour moi, il peut pas marcher dès lors que la caméra est du côté du... Parce que, bon. Après, si, à un degré super métatextuel, oui, ok, je comprends ce que vous voulez dire aussi. Mais peut-être je me trompe, hein, c'est encore une fois, j'ai vu qu'une fois le film. Donc, Alors attendez, après, Karim, est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'on nous montre le vrai plan dans un premier temps, ensuite que notre attention soit reportée sur ce plan modifié pendant le mensonge, ça rend quand même pas le truc un peu moins malhonnête que ce que tu dis là? Pour moi, le spectateur se retrouve juste dans la situation des personnages qui sont en train de se faire convaincre. Mais d'accord, ok, je comprends ce que tu dis. Et effectivement, oui, c'est moins pire que s'il y avait eu que du mensonge. Mais c'est en fait... Ouais, mais c'est super chelou, quoi. Parce que... D'accord. Non, mais si, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste... Mais du coup, il n'y a pas de propos, en fait, derrière. Parce qu'en fait... Enfin, si, il y a un propos, mais qui n'implique pas le spectateur. Parce que... c'est-à-dire, tu as envie... Enfin, ouais. Parce qu'après, ça pose plein de questions aussi, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, étant donné que tout est du... Si la caméra a le droit de faire ça, qui te dit que, en fait, c'est pas le premier plan qui a menti? Tu vois, si on te montre le même événement deux fois, avec donc qui se passe de deux manières différentes, c'est le concept de Rashomon, quoi, de trois fois. Mais voilà, c'est le concept des différents points de vue qu'on illustre. Mais du coup, en fait, justement, le principe, c'est qu'il n'y a pas de vraie vérité. Parce que du coup, là, la conclusion du truc, c'est de dire ah ben non, c'est la première fois que c'était vrai et la deuxième que c'était faux, parce que le deuxième c'est un souvenir, ok, dans ce délire-là. Mais je veux dire, du coup, c'est deux montrages d'événements. Je trouve ça super chelou, quoi. Je trouve ça super chelou. Si le film nous fait réfléchir à son propos, alors il a réussi quelque part. Mais je pense que c'était pas ça le but du film, tu vois. Mais voilà. Je comprends ta déception. J'ai le même avec Don't Stop Darling, qui est un film bien réalisé, mais qui est malhonnête, et un pamphlet anti-homme, pas féministe. Alors, je connais pas ce film, donc je l'ai pas vu. Je pourrais pas commenter ça du tout. Je sais pas. Écoute, franchement, je sais pas. Le truc, c'est que moi, ça m'a saoulé parce que ça appartient à Whodunit et que j'avais envie, en fait, qui est quand même un jeu. Parce qu'en fait, dans le premier, c'est pas un Whodunit classique, Knives Out, mais il y a quand même un jeu réel et qui est plutôt carré avec le spectateur. Et il y a quand même un jeu qui est mené et qui est à peu près qui fonctionne, je trouve à peu près. En tout cas, ça a fonctionné pour moi. Mais mais là, pour moi, ça n'a pas marché. Et puis au-delà de ça, enfin ça, je veux dire, ça c'est un détail à la limite. J'en ai beaucoup parlé sur Discord, donc c'est pour ça que je reviens dessus. Mais c'est un détail, c'est pas grave. S'il y avait que ça en fait, et si tout le reste du film était hyper classe, ça fonctionnerait. Mais c'est que globalement, en fait, j'ai l'impression que le truc qu'il essaye de dire ne fonctionne pas avec le fait que son intrigue soit ratée. C'est pas tant que le film est un mauvais polar ou un mauvais whodunit, que le fait que ce soit un mauvais polar ou un mauvais whodunit, ça fausse en fait même un peu le propos du film qui essaye d'être un truc sur la confiance que vous attribuez à des gens, machin, etc. quoi. C'est très curieux. C'est très curieux. T'as des whodunits cool à conseiller? J'en parlais tout à l'heure, Gosford Park de Robert Altman, qui est sorti au début des années 2000, qui est vraiment excellent, qui contient de la même manière que les films de Ryan Johnson un vrai propos satirique social sur les classes sociales, etc. Mais qui là se propose vraiment de décrire un espèce de microcosme en jouant avec le côté par étage, parce que du coup tu as les servants qui sont à l'étage du dessous et les riches qui sont aux étages du dessus, etc. Il y a déjà à peu près tout en fait dans Gosford Park, tout ce que Ryan Johnson va essayer de reprendre. Mais ça fonctionne. À ma connaissance, c'est plutôt efficace. Après, je l'ai pas revu depuis sa sortie, hein. Mais je me souviens que c'était vraiment efficace. Et voilà. Et puis putain, il y a un truc aussi. Pareil, ouais, c'est vrai qu'il y a dans Glass Onion, il y a un truc où, pour moi, après, ok.
D'accord, c'est parodique et d'accord, ça fait référence à plein d'autres scènes où il y a ça. Mais ce côté de la balle arrêtée par... vous captez ce que je veux dire, quoi. La balle qui du coup s'arrête. La balle, l'arrêt de la balle. Et je sais, et pareil, vous voyez, c'est le genre de truc où tu fais, est-ce que c'est au premier degré, est-ce que c'est au second, je sais pas, mais ça c'est pas. Et oui, ça fait référence à d'autres scènes, et donc je peux pas vous parler de scènes, sinon je spoil ce qui se passe. Mais c'est pas possible, quoi. Genre en vrai, franchement, ça, et vous, même si vous aimez le film, en vrai, ça c'est pas possible. Ça, il y a des trucs où il y avait d'autres trucs à faire avec cette même idée qui serait arrivé au même point en fait, mais où non, quoi, non, tu vois, genre. Arrête, tu sais, genre là, tu te bats. Là, c'est vraiment le film qui déforme la réalité de la physique pour te faire passer son message. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, pour moi, c'était vraiment un moment de rupture, alors qui est purement épidermique. C'est pas un truc de scénar. Hein, enfin, si, c'est un truc de scénar, mais je veux dire, c'est pas un truc qui va impliquer l'intrigue policière ou quoi. C'est juste un truc de comme par hasard, qui est vraiment un truc de comme par hasard de non. Non. Tu vois, le monde fonctionne pas comme ça. Non. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Mais alors, c'est pas possible, ou alors c'est vraiment parodique, quoi. Ou alors on est devant un y a-t-il un flic, quoi. C'est ça, peut-être, tu vois, mais là, c'est vraiment. C'est Deus Ex Johnson. Ouais, non, mais là, c'est le réalisateur, là. Tu vois, c'est vraiment. Il y a des interventions du réalisateur qui arrive, qui fait non, lui, je l'aime bien. On va pas faire ça, on s'en fout de comment fonctionne le Newton. On s'en fout des lois de Newton. Vraiment, je l'aime bien. C'est un gentil, donc. D'accord, ok, mais là, t'as pas le droit. Là, c'est genre. Même le T-Rex de Jurassic Park, il a cringe. Le T-Rex de Jurassic Park, il a fait ça, il a fait putain. C'est vraiment. Non, non, ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Non, 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 mais juste pour ça, en fait, vas-y, c'est bon, j'ai pas envie de défendre Je me prends la tête pour essayer de trouver des trucs, pour dire, ouais, le film, il y a quand même des trucs intéressants, mais vas-y. Si c'est ça. Là, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais là, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire vraiment n'importe quoi. Bon, on a un peu dépassé minuit, mais oui, je vais y aller. Je vais vous dire au revoir. Je vais juste passer un long moment à vous remercier, parce que vous avez encore été très généreux et sympathiques, et vous avez donné plein de bif et tout. Non. J'ai pas entendu ton avis. Non, non, à couteau tiré, moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas eu de truc aussi absurde que cette balle. Voilà. Cette balle, c'est même, je vous jure, la balle qui a tué Kennedy, elle s'est retournée dans sa tombe. Vraiment, elle a fait putain, et moi je pensais que je pouvais faire des trucs de ouf. Mais là, c'est vraiment. Ah ouais, non, ça, c'était pas possible. Ça, c'était vraiment genre, ça avait là. C'était presque un foutage de gueule où tu fais, mais non, mais j'ai. Du coup, en fait, c'est le moment où tu fais, mais le film, en fait, il est destiné aux enfants. En bas âge, tu vois, c'est pas possible. Ah non, c'était terrible. Non, 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 c'est pas un bon film. Pour moi, c'est pas un bon film. Si les gens aiment bien, c'est cool, hein, regardez ça. Mais moi, j'ai même pas envie de le revoir. En fait, effectivement, il y a ça, quoi. J'ai oublié ce truc-là. Ça m'a presque fait rire, en fait, en voyant le truc. J'ai mais. Et j'aime bien le fait, ouais, quand il se passe des trucs comme ça, dans le film va à fond. Enfin, bref. Les personnages, ils trouvent ça normal. Ils font, bah oui, il se passe ça dans cet univers. Bah, c'est pas possible. Alors, du coup, merci infiniment à tous. Vous avez été d'une générosité absolument hallucinante encore une fois. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Je suis en train de voir tout ce qui s'est passé. Je suis même en train de me demander si c'est réel. Est-ce que j'ai raté autant... Non, attendez. C'est complètement... Vous êtes trop généreux et trop sympathiques. Je vous embrasse tous très fort. J'essaie de retrouver la première personne que j'ai pas remerciée. Ce qui est compliqué parce que vous avez vraiment été très nombreux à sub. Merci beaucoup. Je pense que c'est parce que j'ai pas été là la semaine dernière. Donc c'est aussi... Il y a des gens qui auraient voulu sub la semaine dernière qui n'ont pas pu le faire. Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons. Il y a une heure. Non, je reviens. Je vais vous remercier. Hein, je vous jure, je vais retrouver le dernier nom qui me dit un truc que j'ai remercié. Xenomil, je t'ai remercié. Je crois. Non, le lapin de 3, je t'ai pas remercié. Non, si, je vous ai remercié. Attends. Oh, je suis désolé, putain. Je suis un connard, j'aurais dû vous remercier petit à petit. Ah, je suis désolé, les gars, putain. On va reprendre. Mahomer, je crois que je t'ai remercié. Sephiroth, je suis pas sûr, putain. Merci à toi, Sephiroth. Merci, Wentich, pardon. Merci beaucoup à toi, Ballistique de Bœuf. Merci à toi pour les bisous que tu m'envoies, Choco Scott, Chaussettes et Match. Aussi EOI, merci à Marscan 3003, merci à FEJ, merci à Fantasia Hall aussi, merci à Bartleby 182,
Merci à Marégas, merci à Bip Bip, merci à Club du Fil Rouge, merci à Artaros, merci à Zalava28, merci à Jean-Paul Jartre, non, Sean-Paul Jartre, pardon, qui a sub aussi, merci à Riful, merci à Mamma Mia pour les subs qu'il a offert, merci à Froze, merci à Meles, putain, vous avez été extrêmement nombreux, je suis désolé de vous avoir zappé. Zaiko, t'as fait plein de subs. Blogotin, t'as fait plein de subs. Je crois que je t'ai remercié, je sais plus. Jalfef, t'as fait plein de subs aussi. Gouvernateur, je sais que je t'ai remercié. Donc ça, c'est sûr. Joyata, merci beaucoup à toi. Mamma Mia. Donc là, je peux remonter, les gars. Hop. Balistique de bœuf. Ok, je viens de le faire. Mahomet, merci. Clint, merci. Roger Rapo. Merci beaucoup à Wentich. Encore une fois, t'as balancé plein d'offres de subs offerts. C'est super gentil. Merci à Greenkill. Merci à Matilonki. Merci à Maect qui me dit 7 mois, un bébé. Ah non, la bise. Tu voulais dire un bébé? Un bébé, non, c'est 2 mois de plus. Merci à Titi Pradier, merci à Grand Tourista 1, merci à Wentich encore une fois pour les subs qu'il a offert, c'est très généreux. Merci à Alti Studio, merci à Dr Jus, merci à Trousse. Donc Alti Studio, tu me dis 2 ans de joie et de bonheur sur tes lives, ça fait effectivement 24 mois. Tu me dis on repart pour une nouvelle année de soutien, merci beaucoup à toi, c'est très gentil de ta part. Dr Jus qui me dit le dernier NTSC était encore une fois top, toujours un plaisir de te retrouver en live également. Bonne année 2023 à toi, bonne année aussi à toi. Donc Trousse, tu me dis bonsoir, bonsoir à toi. YouFact, tu me dis théorie, les livres de King auraient été adaptés à notre écran trop tôt pour leur époque, d'où les adaptations très réécrites et très lisses au final. Écoute, on va pas repartir sur Stephen King, sinon je vais finir à 2h du mat. Merci à toi, Paracétadur, tu me dis tu as lu le Shining de King? Non, je n'ai jamais lu Shining de Stephen King. Merci à toi, Titoy EU, mais j'ai lu beaucoup de résumés, parce que du coup, pour me renseigner sur pourquoi Kubrick, c'était pas le même. Merci à toi, Titoy, pardon, qui me dit Hello Karim, de gros bisous pour cette nouvelle année, bisous à toi, merci à Weshti, merci à Clint Eastwood 32 qui dit salut tout le monde, merci à toi Music Mittens, merci à toi MP Qual, merci à Monsieur Caillou, merci à Neuromancer qui dit la bise mon Karim, toujours un plaisir de te revoir pour cette nouvelle année, merci à toi, merci à Nours Auchon pour bonsoir Karim, bonsoir tout le monde me dis-tu, merci pour le contenu, que l'année te porte là où tu souhaites, j'espère, écoute. Merci à Yvan Olion pour le bonjour que tu m'envoies, merci à Zaiko, merci à Ezuria, merci à Slowdy, merci à Billing06, merci à Dark Timbu, merci à Twix du futur, merci encore une fois à Twix du futur pour le sub qu'il offre, merci à Azila Weir, merci à Yay94, merci à Captain Afetz, pardon. Merci à Tounez, merci à Kawaz, merci à Anil44, rien de plus précieux qu'une personne vraiment passionnée. Merci Karim, écoute rien. Merci beaucoup à toi surtout. Merci à Kangourou, il y a Félix Live 7, à Stormbringer. Merci à Madmark qui me dit Karim, je te conseille de regarder la trilogie de Berserk sur Netflix pour savoir si tu veux les lire. On m'a beaucoup conseillé Berserk et il faudrait que je m'y mette un jour. Beaucoup conseillé Berserk. J'ai plein d'amis qui sont très fans. Merci à toi, Bablou, pour le bonjour Archimède que tu m'envoies. Merci à Sourcil, merci à Megadois. Merci à Gamevolution 4. Merci à Chapulito. Bonsoir à tous. Bonjour à tous, je suis à l'heure. Pas exactement, ça a commencé plus longtemps. Merci à Dorian, merci à Catherine Bernard, merci à Bernard TV. Merci à M67, tu me dis bonne année Kamel de Biche, bonne année à toi. Merci à Safascan, merci à Pitoum, merci à Monsieur Devon. Merci à Tanetanga, pardon. Merci à Altef 4 pour le sub. Tu me dis la balle c'était vraiment pas possible, ouais, et pourtant je me suis amusé durant le film perso. Alors moi aussi il y a des moments où je me suis amusé quand même. Pour finir sur une touche un petit peu plus heureuse sur Glass Onion, j'ai trouvé qu'il y avait des blagues qui étaient vraiment marrantes. Et un petit peu sur le mode justement Don't Look Up, j'ai trouvé qu'il y avait des blagues un peu insistantes qui étaient marrantes. Et en fait, le gros du truc, c'est que j'ai trouvé que c'était dommage que ça nuise à l'intrigue policière, qui a pourtant l'air d'être quelque chose qui essaye d'être travaillé, quoi. Voilà, j'espère. Bon, franchement, voilà. Prenez pas mes opinions sur les films qui sortent sont vraiment très très vagues et je pense très perfectible, quoi. Je pourrais produire une analyse intéressante de Glass Onion quand j'aurais vu 3-4 fois dans quelques années en essayant de comprendre ce que ça a représenté en tant qu'objet culturel dans l'époque auquel c'est sorti. Prenez pas ça vraiment pour autre chose que ce que je sais, c'est-à-dire une discussion un peu informelle autour d'une vague opinion sur un film que j'ai vu et c'est un peu à chaud, quoi. Donc essayez de comprendre ça aussi, parce que c'est pas du tout mon but d'être péremptoire sur des films qui viennent de sortir. Et encore une fois, moi j'ai tellement l'exemple en tête de plein de critiques que j'ai lues sur des films qui en fait sur le long terme se sont vraiment trompés, que je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire que si le concept de voir un whodunit moderne réalisé par Rian Johnson vous intéresse, regardez le film. Genre prenez pas mon avis pour argent comptant en disant il a pas aimé donc ça doit être pas bien ou quoi, c'est pas ça le but, hein. Moi je suis content quand les gens vont voir des films et puis ça peut confronter des points de vue aussi et ça c'est toujours un peu intéressant. Bon, du coup je vais vous laisser parce que moi il faut que j'aille vraiment me coucher. Je vous embrasse très fort, je vais raid quelqu'un parce qu'on m'a raid du coup 2 fois lors de ce stream. Merci infiniment à toi Bagara et merci aussi à toi Seb, tu es tel un frère pour moi. Je vais raid un ami, je vais voir qui est en train de streamer en ce moment même précis. Oh putain, non, je me suis pas connecté. Yo, ouais, non.
Ah, quel enfer, les amis, quel enfer. Mais je m'en fous. Vous savez quoi? Je vais prendre le temps de me connecter, d'avoir un jeton qui va arriver sur... de devoir vérifier bougez pas, vous allez être vers quelqu'un de forcément sympathique et d'intéressant. Ça, c'est une promesse que je peux vous faire. Hop. Hop, hop, hop. Lalalou, 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 lalalou. Ah, putain, quel enfer. Hop. Ça va le faire, ça va le faire. Clac, 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 clac. Hop. Tic-tac, bang. Badaboum. Hop. Je suis désolé. Est-ce que c'est schlag? Est-ce que c'est les streams les plus schlag de Twitch? Il y a moyen. Il y a tout à fait moyen que ce soit les streams les moins préparés de l'histoire de Twitch. Ok. Là, je peux. Là, j'ai le droit de me connecter. J'ai le droit de me connecter, les amis. Je vais pouvoir raid. Ah, bah il y a Mister JD qui est en train de streamer. Voilà, c'est fantastique. Hop, ça, je fais pause. Tac. Tac, tac, tac. Je vais faire un petit raid avec mon ami Mister JD. Vous le saluez de ma part, vous l'embrassez très fort. Vous lui dites que je l'aime et que j'ai envie de lui faire des gros bisous. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'ailleurs? Attendez, bougez pas. Ne bougez pas, ne bougez pas. Je suis désolé, je suis absolument désolé. Non, c'est bon, tout va bien. J'ai oublié personne, donc hop, le raid va partir incessamment sous peu. Hop, tac, Mister JD. J'en s'arrête dans quelques secondes. Merci à tous pour ce stream. Merci d'avoir été présents. Je vous retrouve jeudi pour de nouvelles aventures. Je pense qu'on testera peut-être Cadillac et dinosaures. Si vous aimez les dinosaures et les Cadillacs, venez jeudi. En ce moment, j'ai envie de faire un peu de rétro parce que j'en faisais énormément sur ma chaîne Twitch avant là que je reprenne. Et depuis ma reprise, à part Donkey Kong Country et quelques autres, j'ai pas fait beaucoup de rétro. Finalement, je suis en train de me dire des jeux de course vite fait. Mais j'ai envie de faire un peu de rétro. Donc on va partir sur un peu de rétro gaming de temps en temps. On parlera toujours un peu de Cinoche, mais je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Je lance le raid. Gros bisous à vous tous, gros bisous à Mister JD. J'espère que vous vous amuserez bien à jouer à du GeoGuessr. Ciao, ciao, à tout bientôt.